Et voilà, normalement, c'est parti. Très bien. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, on va commencer d'abord par l'apprentissage des tables d'addition et je vais partager mon écran pour que nous puissions euh, travailler sur ce sujet. Est-ce que vous voyez mon écran? Je ne vous entends pas, mais je vois des têtes. Oui, je le vois. Très bien, Oui. super, merci. Ça, c'est important parce que des fois, je suis parti dans une explication et en fait, on ne voit rien du tout. Et 2 minutes après, il dit, mais en fait, on ne voit rien. Ah, zut, donc il faut tout réexpliquer. Donc voilà. Oui, Donc c'est bon. là, c'est parfait. Écoutez, avant de commencer quoi que ce soit, et avant de travailler sur les tables d'addition en particulier et son apprentissage, j'aimerais revenir sur ce que disent les textes concernant l'apprentissage des mathématiques. Et en lisant ce texte, vous allez voir que, en tout cas de mon point de vue, je trouve que dans les établissements, dans les écoles, on est quelquefois très loin de ce qui est écrit. Voilà ce qui est dit. L'apprentissage des mathématiques développe l'imagination. J'aime beaucoup ce terme qui est mis en relation avec mathématiques parce que a priori, on ne pense pas que les mathématiques puissent développer quoi que ce soit d'imaginatif. Or, c'est le premier mot qu'on utilise. Les mathématiques développent l'imagination, la rigueur et la précision, ainsi que le goût du raisonnement. Et ça, je l'ai mis en rouge, le goût du raisonnement, parce que c'est souvent ce qu'on ne fait pas en classe. C'est-à-dire, on met sous le boisseau le goût du raisonnement, ou le raisonnement même lui-même tout court, pour donner aux élèves des démarches tout de suite qu'ils n'ont plus qu'à suivre, ou des protocoles qu'ils n'ont plus qu'à suivre, et ça marche. Les enseignants disent souvent ça d'ailleurs, ils disent, écoute, tu fais ce que je te dis, tu vas voir, ça marche. Sauf que ça, c'est pas faire de mathématiques. Idem pour les tables, la plupart du temps, ce qu'on dit, écoute, il n'y a pas de goût du raisonnement dans les tables, hein, c'est ce que j'entends beaucoup dans les classes, et de la part des enseignants, c'est, écoute, tu fais comme moi, hein, tu apprends, tu répètes, et puis tu essayes de mémoriser. Bon, ça, évidemment, ce n'est toujours pas faire des mathématiques que de dire à un élève, il faut qu'il apprenne et qu'il mémorise, et puis qu'il n'y a que comme ça que ça marche. C'est faux, et c'est archi faux. Et malheureusement, quand on demande à des élèves de faire ça, il fait tout sauf des mathématiques. Ce qui fait qu'au bout du compte, il finit par détester les mathématiques, parce qu'on lui fait croire que les mathématiques, ce n'est que de l'exécution, ce n'est que de la mécanique ou de la mémorisation. Alors, quand on a peu de mémoire, ou en tout cas des mémoires des nombres, par exemple, eh bien, ça devient un vrai calvaire que de faire des mathématiques. La connaissance des nombres et le calcul constituent les objectifs prioritaires du CP et du CE1. Mais ça va plus loin, bien sûr, hein, du CE1, du CE2 et puis jusqu'au cycle 3, évidemment. Des études scientifiques ont montré que s'il fallait mettre le paquet en mathématiques quelque part, c'était dans le calcul. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que le calcul soit quotidien, que les élèves manipulent les nombres de manière mentale ou réfléchie ou écrite quotidiennement, parce que c'est en mettant le paquet sur le calcul que ça va avoir des incidences partout en mathématiques, que ce soit ensuite en mesure, en géométrie, évidemment sur les techniques opératoires et sur les problèmes. Parce qu'en fait, raisonner de manière réfléchie pour obtenir le résultat dans un calcul, eh bien, en fait, ça développe des tas de compétences qui sont transversales et qui peuvent être transposées dans les autres domaines des mathématiques. Donc, s'il y avait vraiment quelque chose à faire, les études sont vraiment, mais alors, édifiantes. Moi, j'en ai lu quelques-unes qui montrent que dans les classes dans lesquelles on a de l'apprentissage de calcul régulièrement, les résultats partout ailleurs sont spectaculaires, en fait. Mais parce qu'il faut d'abord bien connaître le nombre pour pouvoir ensuite, quand vous faites de la mesure, par exemple, vous voyez bien que si vous travaillez sur les masses, vous voyez bien que de passer d'une mesure à l'autre, c'est multiplié par 10 ou divisé par 10. Ne serait-ce que ça, déjà, si ce n'est pas bien compris ou bien assis déjà chez les élèves, vous allez avoir des grandes difficultés après dans les autres domaines des mathématiques. Donc ça, c'est vraiment mais très, très important. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez, ça. J'allais dire, je ne dis pas qu'il faut faire que du calcul, mais s'il y avait vraiment quelque chose qu'il fallait mettre en priorité, c'est ça. Et ensuite, regardez, l'acquisition des mécanismes en mathématiques est toujours associée à une intelligence de leur signification. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir des mécanismes qui vont se mettre en place parce que pour être libre en mathématiques, il faut à un moment donné pouvoir se décharger sa mémoire, enfin décharger en tout cas les étapes de résolution et donc avoir des automatismes, c'est évident. Sauf que ces automatismes et ces mécanismes, il faut d'abord qu'ils soient associés à une intelligence de leur signification. Et là aussi, j'insiste bien, dans les établissements, ce n'est pas toujours ce qui est fait et par
je ne sais pas moi, pourquoi est-ce que les enseignants font ça? Parce qu'il faut aller vite, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a le programme, parce que si on commence à expliquer aux élèves et à décortiquer la manière dont fonctionnent tous les objets mathématiques, on a l'impression qu'on va être débordé et on finit par ne pas le faire. Et quelquefois aussi, il y a la peur d'apprendre. Il y a la peur, ce qu'on appelle la réticence. Non, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, on a la peur de transmettre une manière qui n'est pas celle qu'on nous a transmise à nous. Ça, c'est super dur aussi, il ne faut pas le nier, c'est vrai. Par exemple, quand je vais vous apprendre comment apprendre la table de 3 en multiplication, je sais d'expérience, parce que moi, je l'ai eu, ce sentiment-là. La première fois que j'ai appris la table de 3 de manière un peu alternative à mes élèves, j'ai eu des sueurs, quoi. Je le sais, je vois bien. Et donc, il y a aussi cet effet de reprendre ses billes, de se retirer, de dire, bon, allez, au dernier moment, on dit, bon, ouais, je vais faire comme d'habitude parce que là, je ne m'y sens pas, quoi. Et c'est ça aussi, c'est un vrai problème chez nous, les enseignants, c'est que quelquefois, bien, on a peur. Voilà, tout simplement, on a la trouille. En fait, on a la trouille d'apprendre les choses différemment à nos élèves. Et donc, eh bien, plutôt que de rentrer dans le mécanisme, qui est quand même quelque chose d'assez complexe et qui peut être difficile pour certains élèves, eh bien, on préfère retourner au mécanisme sans compréhension. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on le dit que le calcul mental, le calcul réfléchi, enfin on va parler de tout ça après, hein, eh bien c'est un entraînement quotidien. Et puis puisque c'est un entraînement quotidien et que les tables d'addition et de multiplication nous prennent un temps assez conséquent en cycle 2 et en cycle 3, eh bien autant justement profiter de l'apprentissage de ces tables pour faire du calcul mental ou du calcul réfléchi. Évidemment. Si vous voulez intervenir, surtout n'hésitez pas. Déjà sur ce que je viens de dire, ou si ça vous parle, ou si vous êtes déjà comme… Après tout, peut-être que vous êtes déjà dans le mécanisme sans trop donner de signification, peut-être que vous vous sentez déjà démuni, peut-être que vous avez déjà appris les tables à vos élèves, et peut-être que vous reconnaissez là-dedans, je ne sais pas. Non, pas de remarque particulière. Ok, bon, en tout cas, intervenez si vous voulez, quand vous voulez. Alors, pour être clair aussi sur les mots qu'on utilise, je vais essayer de distinguer avec vous ce que j'appelle le calcul mental et le calcul réfléchi. Alors ça aussi, c'est un vrai problème en France, hein. C'est que quand on parle de calcul, souvent, la première chose à laquelle on pense, c'est calcul mental. Et quand on pense calcul mental, ça va même plus loin que ça, quand on est enseignant, on pense calcul mental chronométré. C'est-à-dire que souvent, à calcul mental, on y associe des stéréotypes de forme scolaire qui est « je donne une opération, l'enfant doit répondre le plus vite possible mentalement ». Et quelquefois même, c'est chronométré. Et puis, on calcule la vitesse à laquelle on fait, je ne sais pas, 10 opérations, par exemple. Bon, ça, j'allais dire, c'est la forme la plus aboutie, c'est la forme la plus élevée de ce qu'on peut demander à un élève. Et le problème, c'est que c'est souvent ce qu'on lui demande d'abord. J'allais dire forcément, c'est ce qu'on lui demande d'abord et en premier lieu. Forcément parce que si on estime que l'apprentissage des tables, c'est d'abord un apprentissage par cœur, c'est d'abord une mémorisation, bah forcément, immédiatement, derrière l'apprentissage par cœur et par mémorisation, eh bien, c'est le calcul mental. C'est-à-dire qu'on va ensuite évaluer, on va contrôler si les élèves ont bien appris par cœur. Et puis, bah, pour ça, eh bien, il faut faire du calcul mental chronométré pour savoir si ça vient vite et si ça a été appris correctement. Donc, voilà pourquoi est-ce que c'est très associé, ça, c'est très lié, le fait de faire apprendre les tables de manière mécanique et ensuite, évidemment, de contrôler par du calcul mental chronométré. Or, ça, c'est la forme la plus aboutie. J'allais dire, c'est la forme ultime. Donc, c'est celle qu'il faut faire en tout dernier lieu, mais vraiment tout dernier lieu. Je dirais même, quelquefois, dans certaines classes, de ne pas le faire du tout même, c'est-à-dire de le réserver à certains niveaux. Par exemple, pour l'étape d'addition, peut-être le réserver, ça, au CE2, et l'étape de multiplication, au CM2, ce que je viens de vous dire. Parce que c'est vraiment la forme la plus aboutie. Alors, les étapes par lesquelles il faut passer progressivement, c'est d'abord du calcul réfléchi, écrit. Ça, c'est la première étape. Ce n'est pas du calcul mental, c'est du calcul réfléchi, écrit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un calcul réfléchi? C'est un calcul qui nécessite au moins 2 étapes pour aboutir au résultat. Ça, c'est un calcul réfléchi. Donc, ça nécessite au moins 2 étapes
avant d'aboutir au résultat. Le problème, je reviens encore dessus, mais j'insiste très farouchement, c'est que si les enseignants n'ont pour que seul moyen d'apprendre les tables de manière par cœur ou en les mémorisant, comment voulez-vous que l'on passe par une étape de calcul réfléchi? C'est impossible. On ne peut pas demander aux élèves d'utiliser au moins 2 étapes pour retrouver le résultat d'un calcul qu'ils auront appris par cœur et de manière mécanique. Donc, vous voyez déjà, ouf, cette étape, elle est de toute façon squeezée si on a comme représentation de l'apprentissage des tables qu'il faut que les enfants les apprennent de manière par cœur. Excusez-moi pour la phrase qui est un peu alambiquée. Donc, d'abord, calcul réfléchi, écrit. Deuxième étape, calcul réfléchi, mental, verbalisé. C'est-à-dire, je verbalise les étapes pour aboutir au résultat. Ça, c'est la deuxième étape. Calcul réfléchi, mental, verbalisé. En gros, ce qu'avant j'écrivais, je suis capable de le dire. C'est ça, en fait. Deuxième. Troisième étape, calcul réfléchi, mental, non verbalisé. C'est-à-dire, on voit les élèves lever un peu les yeux en l'air, là, les yeux en bas, hop, et ils vous disent le résultat. On devine, par rapport à l'attitude de l'élève, que ce n'est pas une réponse mécanique, ce n'est pas une réponse d'une mémorisation ou d'un apprentissage par cœur, mais bien un cheminement dans sa tête pour aboutir au résultat. Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, calcul mental automatisé. Ça, c'est la dernière. Mais attention, on ne se méprend pas sur ce qu'on entend par automatisé, mécanique, quoi. Attention, vous ne savez pas comment je vous dis la réponse à 6 x 4. Vous ne savez pas si je vous dis 24, de quelle manière je vous ai dit 24. Vous n'en savez rien. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que dans ma tête, à la vitesse de l'éclair, j'ai 2 étapes pour aboutir au résultat. Ça, vous n'en savez rien du tout. Vous ne savez pas ce que je fais comme calcul dans ma tête pour aboutir au résultat. Peut-être que c'est automatisé. Ce que je veux dire par là, c'est que je réfléchis même plus que 6 x 4, 24, et pourquoi c'est 24. Mais peut-être que si. Donc, peu importe ensuite comment je sais dire le résultat, l'essentiel, c'est que je puisse le dire rapidement. Voilà. Alors, il y en a qui vous le disent rapidement parce que dans leur tête, ils font un petit calcul rapide, et puis d'autres parce que c'est comme ça, enfin, c'est automatisé, et on a toujours su que 6 x 4, 24. Voilà, ça, ce sont les 4 étapes par lesquelles il faut absolument passer. Et le problème, c'est qu'on n'a pas toujours les moyens de passer par ces 4 étapes parce qu'on n'a pas de connaissances didactiques pour permettre aux élèves de passer d'abord par du calcul réfléchi. Vous comprenez là où je veux en venir? Oui. Ok. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Bien. Non, ça marche. Eh bien, c'est super. On continue. Ça, je l'ai dit, donc on passe. Voilà. Donc, on arrive à ce tableau à double entrée avec d'addition, hein, si vous voulez, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en vertical, en horizontal, avec le petit plus. Je n'ai pas marqué les résultats au milieu, mais on va les découvrir au fur et à mesure. Avant de commencer quoi que ce soit, sachez qu'à ma connaissance, pour l'instant en tout cas, ça n'a jamais été démenti, et les tables d'addition, telles que nous les connaissons en France, c'est-à-dire table de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, etc., n'existent pas dans les autres pays européens. Nous sommes avec l'Espagne et l'Italie. L'Espagne, l'Italie et nous sommes les seuls pays européens à transmettre des tables d'addition. Ça n'existe pas ailleurs. Donc ça, déjà, ça doit nous interroger. Parce que comment font les autres pays qui, eux, réussissent très bien en mathématiques? Je pense au Danemark, je pense maintenant à l'Allemagne qui a rattrapé son retard des années 2000. Je pense aussi à la Finlande, à la Suède, à la Norvège, mais aussi à la Lituanie. Bref, vous avez des tas de pays dans lesquels il n'y a pas de table d'addition et pourtant, vous allez me dire, il n'y a pas forcément de cause à effet, mais à mon avis, il y a quand même à regarder quelque chose chez eux et de savoir pourquoi ça fonctionne si bien. À mon avis, l'une des réponses, c'est leur manière d'approcher la didactique. Et concernant les tables d'addition en particulier, il leur serait complètement incongru pour ces pays-là
de dire on va apprendre la table de 3, la table de 4, la table de 5, etc. de cette manière-là, sans autre compréhension que celle de dire bah, la table de 4, elle doit être plus simple que la table de 5, après on va faire la table de 5 parce qu'elle doit être plus simple que la table de 6, et ce qui est complètement fou d'un point de vue didactique d'ailleurs. Donc plutôt que d'apprendre les tables d'addition, qui sont, j'allais dire, d'un point de vue mathématique, hein, une hérésie, parce qu'elles ne servent en soi à rien du tout et ça ne permet de comprendre rien du tout d'un point de vue mathématique, hein, rien. C'est simplement apprendre des tables successivement, puis on dit bah faut apprendre par cœur, hein, parce que c'est comme il n'y a que comme ça que tu vas savoir combien font 7 et 8, par exemple. Alors plutôt que de faire ça, eh bien, les didacticiens en France en particulier ont été voir un peu ce qui se passait ailleurs et puis ont été en relation avec d'autres didacticiens dans d'autres pays européens et ont mutualisé leur manière de fonctionner. Et moi, c'est ce que je vais vous transmettre là. Et regardez, dans ce tableau, vous avez plusieurs couleurs. Chaque couleur de ce tableau correspond à une table d'addition particulière. Et en apprenant l'ensemble de ces tables d'addition particulières, qui ont été réorganisées différemment, non seulement vous allez donner du sens, non seulement vous allez permettre aux enfants de rentrer dans une intelligence des mécanismes, mais en plus, les élèves vont pouvoir de manière autonome retrouver les résultats de n'importe quelle addition. Et puis vous allez voir aussi qu'il va y avoir des conséquences connexes, enfin ce n'est pas des dégâts collatéraux, c'est l'inverse d'un dégât, il va y avoir des avantages collatéraux à apprendre les tables de cette manière pour pouvoir ensuite transposer les techniques qu'on va utiliser dans l'apprentissage de ces tables ailleurs, dans d'autres domaines de calcul plus complexes pour les CM1, les CM2, etc. Donc, c'est tout ce que je vais vous montrer. Petit préalable, l'ordre dans lequel je vais aller avec vous. Ce n'est pas l'ordre dans lequel il faut aller avec les élèves, mais ça, on verra ça tout à la fin. J'utilise un autre ordre pour vous, qui est logique d'un point de vue didactique pour l'enseignant, mais qui n'est pas logique d'un point de vue didactique pour l'élève. Mais ça, on verra ça à la fin, rassurez-vous. Voilà la première table. La première table, d'abord, je ne donne pas, enfin, vous voyez, bon, on a dit, vous avez vu tout de suite de quoi il s'agit, hein, bien entendu. Il s'agit de la table des doubles, mais simplement, je la mets de cette manière pour que vous voyez déjà la configuration géométrique. Les élèves sont très sensibles à ça. Ça peut être une manière de rentrer aussi dans l'apprentissage de cette table, l'apprentissage des doubles, simplement en voyant la diagonale qui est réalisée ici. Alors, le tableau que je vous montre ici, hein, de mon point de vue, c'est un tableau qu'il faut donner aux élèves au fur et à mesure que l'on apprend les tables. Ce n'est pas une mince affaire, parce que quand on est en CE1 et qu'il faut colorier des carreaux dans un tableau à double entrée, enfin des carrés, pardon, ce n'est pas si facile que ça. Mais après tout, c'est aussi un apprentissage qu'on doit faire en CE1. Mais tout ça pour vous dire que ce tableau peut être proposé aux élèves pour qu'ils colorient les cases au fur et à mesure ou marquent les résultats des tables apprises au fur et à mesure. Donc, cette table, c'est la table des doubles. C'est une des premières tables à apprendre avec les élèves. Donc là, dans la continuité, s'il y avait une table à apprendre en premier, ce ne serait peut-être pas celle-ci, mais en tout cas, elle serait dans les premières tables à apprendre. Alors, cette table, pourquoi est-ce qu'on la prend dans les premières tables à apprendre? Parce que les doubles, on commence déjà à les apprendre en maternelle. Donc, ce qui se passe en maternelle concernant les doubles jusqu'à 5 et 5, ça va nous être très utile et on va s'appuyer dessus pour apprendre ensuite le reste. Le reste, c'est quoi? Eh bien, c'est 6 et 6, 7 et 7, 8 et 8, 9 et 9, 10 et 10. Plusieurs points de vigilance. D'abord, premier point de vigilance. En général, en maternelle, les doubles sont souvent appris comme une comptine. C'est-à-dire qu'on va souvent dire 1 et 1, 2, 2 et 2, 4, 3 et 3, 6, 4 et 4, 8, 5 et 5, 10. Vous voyez, ça a appris un petit peu comme une comptine, sauf que les comptines, les enfants vont bien réaliser que ça rime souvent une comptine. Ce qu'on apprend par ailleurs sous forme de comptine, ça rime. Eh bien, le fait d'apprendre les doubles en maternelle sous forme de comptine va avoir des incidences sur les résultats que les élèves vont donner sur les autres doubles, par exemple, et surtout pour 8 et 8 et 9 et 9. C'est-à-dire qu'ils vont dire 8 et 8, 18, 9 et 9, 19.
Ouais, ça, c'est clair, c'est évident. Enfin, moi, j'étais en CE1, c'était systématique. 8 et 8, 18, 9 et 9, 19. Donc, puisque nous, on sait la raison pour laquelle les élèves vont dire 8 et 8, 18, 9 et 9, 19, la raison principale étant que souvent les doubles sont appris comme une comptine, eh bien, il faut leur dire aux élèves. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait, nous, d'un point de vue didactique, en fait, il faut le transmettre aussi aux élèves. Il faut faire de nos élèves aussi de bons didacticiens, c'est-à-dire d'identifier la raison pour laquelle ils commettent leurs erreurs. Et là, typiquement, c'est déjà une première erreur possible chez les élèves. Deuxième difficulté majeure, c'est au-delà de 10, forcément, parce qu'au-delà de 10, on n'a plus assez de doigts. Donc là, ça devient compliqué. Encore faire 2 et 2, 3 et 3, 4 et 4, 5 et 5, on peut encore utiliser nos doigts pour compter. Alors attention, hein, il ne s'agit pas de compter sur ses doigts, il s'agit de compter avec ses doigts. Et quand on va travailler sur les tables d'addition en particulier, on va bien faire une distinction entre calculer sur ses doigts, c'est-à-dire surcompter, et calculer à l'aide de ses doigts, avec ses doigts. C'est totalement différent. Là encore, les enseignantes et les enseignants de maternelle vont être d'une grande utilité pour les élèves pour apprendre, alors par exemple la table des doubles, si on a des difficultés, et puis d'autres tables, par les représentations constellaires du nombre. La représentation digitale, par exemple. Cette représentation digitale-là, pour faire 7, pour faire 8, pour faire 9, elle va être, mais alors, absolument cruciale et importante. Donc, il faut vraiment ancrer chez les élèves cette représentation constellaire avec les doigts, et bien considérer que 8, c'est bien 5 et 3, et d'un seul coup d'œil, quand je fais ça, que l'élève puisse dire progressivement, c'est 8. Quand je fais ça, que l'élève puisse dire spontanément, c'est 7. Bon, on sait bien qu'en maternelle, les élèves, quand on leur montre ça, les premiers temps, ils vont recompter tous les doigts pour dire 7, on le sait. Mais les enseignants de maternelle vont poser les premières pierres, mais tellement importantes, d'avoir une représentation soit constellaire, soit digitale, soit sous forme de dés aussi. Ça aussi, ça va être très important pour pouvoir ensuite s'appuyer sur ces représentations-là, pour pouvoir ensuite calculer mentalement. Donc là, il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Hein. La représentation digitale, je l'avais trouvée aussi intéressante avec des CE1 quand on avait commencé à regarder ce que c'était les compléments à 10. Ben Puisque voilà. finalement, quand on regarde sa main, c'est évident que si je montre 8 et qu'il me reste 2 doigts de plier, ben finalement, 8 plus 2, ça fait 10. Et Excellent. effectivement, et après, ils sont très fiers, par exemple, hein, d'être capables de justifier C'est ça. pourquoi est-ce que je réponds que 6 plus 4, ça fait 10, comment est-ce que je peux le démontrer, sur quoi je peux m'appuyer. Donc C'est effectivement, ça. c'est vrai que c'est un très bon appui et finalement compter, se représenter avec ses doigts, on a parfois l'impression que c'est, enfin moi j'ai déjà entendu des enseignants dire que c'était un peu tricher et de me dire: «Bah non, du coup, c'est pas de la triche parce que, c'est une stratégie aussi et elle est pertinente parce qu'elle permet de visualiser, parce qu'elle permet de se représenter et cetera» et effectivement, je pense que c'est aussi un très bon support, pour aider les élèves. Tu as tout à fait raison sur toute la ligne. Et là où tu as encore raison, c'est quand tu dis d'abord compter avec ses doigts Mmh. ou compter à l'aide de ses doigts, c'est pas compter sur ses doigts. Voilà, Compter c'est sur ses ça. doigts, oui, c'est ce qu'on va essayer que les élèves ne fassent plus. C'est évident ça. Par contre, compter à l'aide de ses doigts, les hommes ont fait ça pendant 3500 ans, ce serait dommage d'empêcher les élèves de faire la même chose, c'est-à-dire de s'aider Effectivement. effectivement de leurs doigts en comptant avec les doigts pour pouvoir trouver des résultats. Tu as parfaitement raison. Alors, là où ça va nous être, nous, très utile, ça va être utile pour les élèves qui n'arrivent pas à mémoriser, parce que là, pour le coup, pour la table des doubles, la mémorisation, pourquoi pas. Mais avant de mémoriser, on va leur donner une technique, et à tous les élèves et à tout le monde, hein, on va leur donner une technique pour reconstituer le résultat de 6 et 6, 7 et 7, 8 et 8, etc. Alors, tout simplement, en reprenant effectivement la constellation digitale pour 6 et 6, par exemple, si l'élève ou si des élèves n'arrivent pas à justifier le fait que ça fasse 12, eh bien, on va avoir une représentation digitale. Ensuite, on va demander à une autre élève, par exemple Cécile, qui me fait la même chose que moi. Voilà, et regardez, ici, là, de ce côté-là, on a 5 et 5. Donc, on aura de ce côté-là, au-dessus de 5 et 5, hein, 6 et 6, 7 et 7, 8 et 8, on aura toujours une dizaine de ce côté-là. On aura toujours 10. Donc, ce qu'il faut compter, eh bien, c'est simplement, voilà,
on n'aura plus qu'à compter les doigts de cette main-là, la main de Cécile et la mienne. Donc, en fait, pour faire 6 et 6, eh bien, c'est simple. 6 et 6, c'est 10. Ça y est, c'est fait, hein, on le sait. Et puis, il n'y a plus qu'à compter 1 et 1. Et 1 et 1, bah, c'est ce qu'on maîtrise particulièrement. Cécile, vas-y pour 7. Donc, 7, c'est la même chose. On constate avec les élèves que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a bien 10 de ce côté-là toujours. Et il suffit de compter le double de cette main-là, 2 et 2, qui, là, est, à mon avis, pour les élèves de CP ou de CE1 même, hein, très accessible. Et on fait pour 8 aussi. Voilà, et là, on voit tout de suite qu'on a une dizaine. On n'a plus qu'à compter les doubles de ces doigts-là. Donc, qu'est-ce que c'est que 8 et 8? Eh bien, c'est d'abord 6, là, et puis plus une dizaine, donc c'est 16. Alors, ce que je vous dis là, ce n'est pas à dire comme je le dis actuellement très vite avec vous, hein. C'est un apprentissage à faire pour une séance. C'est une séance d'apprentissage, ça. C'est-à-dire qu'on va passer son temps avec les élèves à déconstruire ce que c'est que 6 et 6 sous une autre forme, et en particulier sous une forme de constellation digitale. Et montrer que, eh bien, en fait, il y a une cohérence à ce qu'on puisse retrouver que 7 et 7, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est 5 et 5 et 2 et 2. Et donc, c'est 14. Et là, pour pallier au problème du 8 et 8, 18, eh bien, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va montrer que c'est d'abord 6, c'est 3 et 3, 6, puisque comme s'il y avait une autre main, enfin 2 autres mains avec moi, et puis ici 10 de toute façon. Donc ça peut permettre, cette petite technique toute simple, ça peut permettre à des enfants de se décoincer, de, comment dire, qui n'arrivent pas à mémoriser systématiquement, à pouvoir au moins s'appuyer sur leurs doigts, encore une fois, et là je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va compter à l'aide de ses doigts. Par exemple, si un enfant ne sait plus combien font 8 et 8, si vous le voyez faire ça, et que dans sa tête, il imagine un autre élève faire la même chose ou qu'il y ait la même chose derrière, et qu'il dise « Ah, ça fait 6, ah oui, c'est 16 ». Parfait, c'est pas tricher une seconde, c'est permettre à l'enfant, surtout en C1, enfin, on ne peut pas dire qu'un élève qui fait ça, il est en train de tricher, il est en train justement de faire un calcul réfléchi mental. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première étape, ce serait de faire un calcul réfléchi, écrit. Eh bien, si on pense que ce sont les étapes par lesquelles les élèves doivent passer, et que les élèves, voilà, et que les élèves peuvent faire du calcul réfléchi même avec les doubles, eh bien voilà le type d'exercice qu'on peut leur proposer. On peut leur proposer précisément, par exemple pour 6 et 6, de demander une représentation digitale de ce qu'est 6 plus 6, comme on vient de le faire ici physiquement, enfin comme ça, pardon, physiquement, et puis de leur dire, bon, avec des petits bâtons, hein, il ne s'agit pas de redessiner une main, hein, mais de dessiner 5 doigts d'un côté, un doigt de l'autre, 5 doigts de côté, un doigt de l'autre, et de leur dire, 6 et 6, avec les doigts, voilà ce que ça représente. En chiffres, voilà ce que ça représente, en fait, c'est 10 plus 2, et 10 plus 2, qu'est-ce que c'est? C'est 12. Et donc, on les oblige tous, même ceux qui connaissent par cœur leur double, parce que vous ne savez pas comment ils connaissent par cœur leur double. Est-ce que c'est de manière mécanique, sans aucune compréhension? Vous n'en savez rien du tout. Donc, en fait, il faut que tous les élèves passent par cette étape de calcul réfléchi, parce qu'en faisant ça, eh bien, ils déconstruisent les nombres, ils manipulent les nombres, et ils apprennent progressivement aussi à avoir des représentations multiples du nombre. Et plus les élèves ont des représentations multiples du nombre, plus ça va être facile ensuite de compter et puis de faire des mathématiques dans tous les domaines. Donc, on prend son temps pour faire ça. Calcul réfléchi, écrit. Ça, c'est du calcul réfléchi écrit. Et puis, on en fait régulièrement, au fur et à mesure qu'on apprend d'autres tables, on les intègre et on leur demande de faire du calcul réfléchi écrit. Puis ensuite, on fera du calcul réfléchi mental, soit avec les mains sous les yeux, soit en se représentant les mains dans sa tête. Ça, c'est encore mieux. C'est un petit peu les mêmes étapes que l'apprentissage de l'écriture, hein. Quand on va chercher lettre par lettre, vous savez, les lettres mobiles, là, par exemple, pour apprendre à écrire, lettre par lettre, syllabe par syllabe, le mot dans son intégralité. Après, j'ai même plus besoin d'aller chercher rien du tout, tout est dans ma tête. C'est pareil, en fait, hein. C'est la même chose. Donc, calcul réfléchi écrit, calcul réfléchi mental, c'est-à-dire que je me représente la constellation digitale dans ma tête. Vous voyez à quel point les enseignants de maternelle ont une importance cruciale pour que ça puisse se faire. Puis ensuite, calcul mental automatisé. Et encore une fois, vous ne savez pas comment c'est automatisé, hein. Vous ne savez pas, moi, comment je réponds, c'était 7-14, vous ne savez pas ce qui se passe dans ma tête. Mais on s'en fiche. L'idée, c'est que maintenant, quelle que soit la technique utilisée, soit un apprentissage par cœur, une mémorisation qui fait que je passe par plus aucune étape, soit passer par des étapes, et ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'aboutir au résultat rapidement.
Y a-t-il des questions? Non, c'est bon. Mais du coup, ça peut aussi nous servir pour un calcul posé, non? Ah ben bien sûr, Le complètement. fait que enfin, ce système un peu réfléchi, etc., c'est encore plus prégnant, enfin encore plus, je ne sais pas, mais c'est aussi prégnant dans un calcul posé où il va falloir justement enfin, associer le 5, enfin, par exemple, si on a, je ne sais pas moi, 6 plus 5, on va associer, on va mettre ensemble le 5 et le 5 de chaque, et puis laisser le 2. Donc, enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment lié partout, enfin, dans le calcul en général, quoi. Exactement, c'est ça. Ça va avoir des conséquences, effectivement, dans les stratégies de calcul que les élèves vont avoir après, dans les calculs posés, par exemple. Tout à fait. Mais avant de faire du calcul posé, on voit bien justement qu'il faudrait bien asseoir toutes ces stratégies que je vais vous donner avant de faire du calcul posé, justement. Alors, les connaissances associées maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que les connaissances associées? C'est-à-dire que en apprenant une table, en apprenant les stratégies d'une table en particulier, on va pouvoir, dans la séquence que l'on va mettre en place, apprendre d'autres notions. Eh bien, quand on va apprendre les doubles avec les élèves, les connaissances associées dans la séquence que l'on peut construire, par séance, eh bien, ça va être par exemple d'apprendre les nombres pairs. C'est-à-dire que dans la séquence apprentissage des doubles, il va y avoir une séance où l'objectif va être de repérer ce que sont les nombres pairs. Parce que tous les doubles donnent pour résultat un nombre pair. Donc, les nombres pairs, un double ne peut être qu'un nombre pair. Eh bien, on va identifier avec les élèves, ils sont petits, hein, mais on va identifier avec eux ce qu'on appelle les nombres pairs. Donc, quand on aura fait la table des doubles, on va repérer très vite que les nombres pairs, c'est 2, 4, 8, etc. 10, tout ce qui se termine aussi par ces nombres-là. Ça, c'est une connaissance associée. Une autre connaissance associée évidente, c'est que si on travaille sur les doubles, on va travailler sur les moitiés. Alors, les doubles, on peut par exemple se dire qu'en CP, on peut travailler sur les doubles. Et puis peut-être en CE1, insister et puis travailler plus explicitement sur les moitiés. Parce que c'est pareil, hein, c'est pas facile d'aller dans les deux sens. Hein. Déjà, les doubles, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, les moitiés, c'est de dire, bon, 7 et 7, ça fait 14. Et après, de dire quel double fait 14. Vous voyez, d'aller dans les deux sens. Quel double fait 12? Quel nombre répété deux fois fait 12? Et puis plus tard, dire, mais alors, quelle est la moitié de 12? Quelle est la moitié de 14? Et là, on arrive, bien entendu, dans l'idée explicite de ce que sont les moitiés. Qu'en CP, ce serait plutôt un apprentissage implicite, en CE1, plutôt un apprentissage explicite, c'est-à-dire on va faire vraiment une séance d'apprentissage. Et puis, on verra plus tard, mais bien sûr que quand vous apprenez les doubles, la passerelle va être tout de suite faite pour apprendre les tables de multiplication, enfin la table de multiplication, la table de 2 en particulier. D'ailleurs, quand on va travailler sur les doubles, on va même lâcher quelquefois le fois, on va dire fois, bon, 7 deux fois par exemple, on va dire ça aux élèves, plutôt que de dire 7 plus 7, 7 deux fois. Si je répète 7 deux fois, on va dire tout ce vocabulaire-là. Bon, ce sera toujours de l'addition pour l'élève, mais quand on va travailler la multiplication, le lien va se faire beaucoup plus facilement. Donc voilà les connaissances associées à cette première table. Et là, vous avez une séquence qui est à peu près construite. Une belle séquence. Parce que la séquence, elle serait quoi ici? Bah, on l'a dit, hein. Calcul réfléchi posé, calcul réfléchi mental verbalisé, calcul mental ensuite automatisé, et puis ensuite les séances suivantes, que sont les nombres pairs, repérer les nombres pairs, repérer les moitiés, et puis après vous laissez tomber pour la multiplication, on verra ça plus tard. Voilà, séquence fabriquée. Vous en avez pour 2 semaines. Ça va pas trop vite? Ok, alors on continue. Une deuxième table à apprendre avec les élèves, pas dans la continuité. Hein. Là, je vous montre ça dans cette continuité-là à vous pour que vous voyez les liens. Mais avec les élèves, on ne fera pas ça. Ça, c'est plutôt une table pour CE1. C'est celle que vous voyez en orange. En orange, dans le tableau. Alors, ça correspond à ce que je crois que c'est Manon qui parlait tout à l'heure, c'est ça? Parce que ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure. Alors, cette table-là,
On peut l'appeler de deux manières. On va l'appeler la table des presque doubles ou bien la table des nombres voisins. Par exemple, 6 et 5, c'est l'exemple que tu donnais Manon, 6 et 5 sont des nombres voisins, côte-côte. 7, 8, des nombres voisins. 8, 9, des nombres voisins. Alors, moi, je préfère la table des presque doubles, parce qu'en disant ça, on induit la technique qu'il faut utiliser pour pouvoir calculer, mais la technique des nombres voisins, ça permet d'identifier tout de suite ce qu'il faut utiliser comme technique. Elle est pas mal non plus. Après tout, on peut dire les deux aux élèves, hein, c'est pas très grave. Donc voilà la table des presque doubles. Alors, qu'est-ce que c'est que la table des presque doubles? Comme vous le comprenez très bien tout de suite, hein, si vous me dites à un élève de faire 6 plus 5, l'élève va tout de suite identifier que 6 plus 5, c'est presque comme 5 plus 5 plus 1. C'est-à-dire que je vais être obligé de rajouter 1 parce qu'il va me manquer 1. Ou alors, 6 plus 5, c'est presque comme 6 plus 6, mais là, j'aurai 1 de trop. Dans ces cas-là, je fais moins 1. Alors, ce que je suis en train de vous dire là, de manière assez simple dans ma tête à moi, pour des élèves de CE1, pas de CP, il ne faut pas le faire en CP à mon avis, c'est trop complexe. En CE1, c'est assez compliqué. Ça va ? Il y a ma fille qui est à la lumière, elle pense que je ne suis pas en visio. Donc, soit 6 plus 6 moins 1, soit 5 plus 5 plus 1. Ça, c'est une gymnastique intellectuelle qui est accessible à des CE1, beaucoup moins en CP à mon avis. Mais bon, après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des CP qui pourraient, ou surtout en fin de CP, peut-être que vous pourriez le faire en fin de CP par exemple. Mais on va dire qu'en CE1, ça c'est accessible et c'est possible. Donc voilà la table des presque doubles. Donc ce qui est intéressant ici, quand je vous dis que forcément ce n'est pas dans la continuité des doubles qu'il faut faire ça, par contre ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant cette table, vous allez réactiver la table des doubles. Et ça, c'est intéressant parce qu'il va y avoir un côté spiralaire. C'est-à-dire que ce qui a été appris sur les doubles va être remobilisé dans cette table-là nécessairement pour pouvoir se l'approprier. Alors, attendez. Je vais arrêter le partage une seconde et je vais regarder si vous ne pouvez pas réduire Zoom pendant que vous enregistrez cette réunion. Ah, OK. Tac. Alors, attendez une seconde. Je vais regarder sur mon ordinateur si je n'ai pas des exemples d'élèves de CE1 qui utilisent de manière réfléchie, mentale, utilisent les presque doubles. Ah oui, c'est là. OK. Hop, je vais repartager mon écran, partager l'audio aussi avec. Voilà, écoutez ça. Si vous n'entendez rien, vous levez la main, vous le dites directement. Je lance. Dis-moi comment tu calcules 5 plus 6, Rémi. 5 plus 5 plus 1. Ah, ça fait combien ça? 11. Vous entendez? Ida, comment tu calcules 6 plus 7? C'est comme 6 plus 6 plus 1 égale 12, ça fait 13. 6 plus 7. Alors, c'est comme 6 plus 6 plus 1, ça fait 13. Jonas, est-ce que tu peux me dire combien ça fait 7 plus 8? Bah, c'est presque comme 7 plus 7 plus 1. Et donc ça fait 15. Alors Arthur, tu vas me dire combien font 8 plus 9? C'est comme 9 plus 9, sauf qu'on enlève 1 et puis ça fait 17. Alors Aurore, dis-moi comment tu calcules 9 plus 10? Ben, c'est comme 9 plus 9, sauf que tu rajoutes 1, 19. Vous avez entendu comment les élèves Oui. utilisent cette technique? Donc là, vous avez entendu des élèves de CE1. Après un apprentissage de la table des presque doubles, d'abord de manière réfléchie, écrit, puis ensuite de l'entraînement de manière réfléchie,
verbalisé, enfin, je veux dire mental verbalisé. Et bien là, on était dans cette étape-là, en fait. Et on n'est pas dans l'étape encore où les élèves peuvent, enfin, je ne cherche pas à ce que les élèves me disent le résultat de manière automatique et assez rapide. Ce que je cherche, c'est qu'ils utilisent une stratégie, celle qu'ils veulent, entre le plus 1 et moins 1. Bon, la plupart du temps, les élèves préfèrent utiliser le plus 1, c'est-à-dire qu'ils prennent le nombre le plus petit des deux et ils rajoutent 1, c'est plus simple pour eux. Mais je ne sais pas pourquoi, il y en a qui préfèrent l'autre technique. Donc peu importe, ça, c'est pas très grave. Mais quoi qu'il en soit, pour qu'ils aient le choix, il faut que de toute façon, il faut leur transmettre les deux stratégies. Pas pour les embrouiller, pour faire des mathématiques, tout simplement. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous faites des maths. Vous en profitez pour faire des maths, peu importe après que l'élève choisisse l'une ou l'autre des stratégies. Mais dans un premier temps, c'est même pas, j'allais dire, le prétexte, c'est même pas pour dire il vaut mieux leur donner un maximum de stratégies pour qu'ils choisissent celle qui leur convient le mieux. C'est même pas ça. Comment dire, l'intérêt premier, c'est que d'abord, ils fassent des mathématiques. C'est ça l'intérêt. Et donc, eh bien, vous pouvez donner ce genre d'exercice à donner aux élèves, hein, c'est-à-dire de dire, c'est pour 5 plus 6, eh bien, de dire que 5 plus 6, c'est presque 5 plus 5, ils vont marquer ça ici, c'est presque comme 6 plus 6, et ensuite, s'ils avaient mis 5 plus 5 ici, ils mettront plus 1, et là, moins 1, et ensuite, ils mettent le résultat, qui est le même, évidemment, à chaque fois. Donc, voilà comment est-ce que je vais d'abord faire du calcul réfléchi écrit, puis ensuite, ce calcul réfléchi écrit, je vais l'écrire dans ma tête, donc le calcul réfléchi mental. Pourquoi pas verbaliser? Enfin, il vaut mieux le verbaliser d'abord, hein, pour être sûr que les élèves savent ce qu'ils font, et puis ensuite, calcul mental. Alors, quelle est la conséquence? Quelles sont les conséquences de l'apprentissage de la table des presque doubles? Eh bien, à l'inverse de ce que nous avons dit pour les doubles ne donnent que des nombres pairs. Les presque doubles ne donnent que des nombres impairs. Et on va justement mettre les deux tables en correspondance et puis voir qu'effectivement les doubles, ça finit toujours par 0, 2, 4, 6, 8. Et puis que la table des presque doubles, ça finit toujours par 1, 3, 5, 7, 9. C'est très bien ça. Ça, c'est là. J'allais dire, c'est une séance, un apprentissage en particulier, un objectif en particulier, distinguer les doubles les paires des impairs. Et ça peut être aussi un moyen de contrôle, d'autocontrôle. Si à un presque double, je réponds 14, je me dis, oh, c'est bizarre, ça finit par un nombre pair, c'est pas possible. Donc, j'ai dû me tromper quelque part. Vous voyez, on donne en fait aussi les moyens de s'autocontrôler en donnant ces indications-là. Autre connaissance associée, eh bien, c'est que si vous permettez aux élèves, si vous leur autorisez à faire du moins 1 plus 1 dans cette table-là en particulier, eh bien, en fait, c'est une technique que les élèves vont pouvoir réutiliser plus tard quand ils vont être en cycle 3, mais même en CE2, hein, pour des opérations comme 99 plus 234, 21 plus 77, etc. C'est-à-dire que pour 99 plus 234, vous avez compris, les élèves vont faire 100 plus 234, moins 1. 21 plus 77, c'est 20 plus 77, plus 1, etc., etc. Donc, vous voyez que cette technique du plus 1, moins 1, elle ne va pas être utile uniquement pour apprendre les presque doubles, elle va être utile aussi pour les autres apprentissages d'autres tables, enfin, d'autres opérations ailleurs. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on utilise quand on fait moins 9 ou plus 9 ou moins 11 et plus 11. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Et puis plus tard, 101, 19, etc., 39, enfin, c'est tout à fait ça. Et donc, comme vous êtes avec des petits, là, vous n'allez pas faire justement 39 plus je ne sais pas quoi, pas tout de suite, mais vous allez d'abord poser cette technique avec des nombres accessibles et facilement représentables. Et puis plus tard, eh bien, c'est cette technique que vous allez transposer. Alors, s'il y a une continuité dans une équipe, c'est encore mieux, parce que si c'est posé en CE1 et qu'en CE2 ou CM1, on aborde ce genre d'opération, eh bien, vous allez pouvoir vous appuyer tout de suite sur la table des presque doubles en disant, vous voyez, la stratégie que vous utilisez pour les presque doubles que vous avez vu avec Madame Machin, eh bien, on va l'utiliser, nous, pour des opérations encore plus complexes, parce que vous en êtes capable maintenant. Et puis, le transfert va se faire, hein, puisque les élèves connaissent déjà cette stratégie-là, et puis vous allez voir que ça va passer, mais comme une lettre à la poste, parce que ce sera déjà là.
Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut refaire, par exemple, moi qui ai des CM, j'ai des élèves qui ont des stratégies de calcul qu'on n'ont pas du tout, qui sont encore vraiment à compter complètement sur leurs doigts. Est-ce que c'est des choses qu'on peut revoir avec eux, le tableau, et leur expliquer comment… Exactement, Cécile. Et c'est même pas revoir, c'est voir avec eux. C'est-à-dire que tu as des élèves qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Tu as des élèves qui vont construire leur propre stratégie parce qu'ils ont des compétences mathématiques qui sont, ou alors parce qu'ils sont stimulés par ailleurs, j'en sais rien. Et d'autres qui n'auront jamais de stratégie de leur vie, même adultes. Donc oui, 1000 fois oui, tu as raison Cécile. Si tu vois que dans ta classe, c'est un manque, si tu vois qu'ils sont encore à surcompter, qu'ils n'ont aucune stratégie, prends le temps, surtout avec ta DCM, c'est ça, des CM1, prends le temps avec tes CM1 sur 2 semaines de faire ça tous les jours, une table, peut-être pas par jour, mais tous les 2 jours, mais ça va aller vite avec des CM1, hein, tu vas voir, hein, ils vont vite capter et vite comprendre. Hein. Et puis ensuite, d'essayer de mélanger toutes les tables que tu vas apprendre avec eux. Ce n'est pas du temps perdu, mais ce ne sera absolument pas du temps perdu. Tu gagneras ton temps à le faire avec des CM1. Et vraiment, je t'encourage. Moi, je le fais aussi. Hein. Je le fais. Hein. Je le fais avec mes CM1, CM2. Moi, alors, parce que je vois que ça manque. Ou alors, si ça a été fait, c'est toujours bien de toute façon de faire du rappel de ces stratégies-là. Tu as tout à fait raison. Prends le temps de le faire. Avec les élèves dyscalculiques, est-ce que c'est probant ou est-ce qu'au contraire, ça leur pose des soucis? Bon, alors, les élèves dyscalculiques, d'abord, ils sont extrêmement, extrêmement rares. C'est-à-dire que moi, dans ma carrière, j'en ai eu que un élève dyscalculique de toute ma carrière. Attention à ce qu'on dit, hein, quand on dit élève dyscalculique. Hein. Dyscalculique, c'est vraiment un handicap. Oui. Un élève handicapé sur les nombres, c'est super rare. Par contre, des élèves qui présentent les mêmes troubles que celui qui est dyscalculique, ça, c'est pas rare. Ça, j'admets, ça c'est clair. Mais attention aux mots qu'on utilise. Hein. Un élève dyscalculique, encore une fois, ce sont des élèves très rares. Par contre, des élèves, encore une fois, qui ont les mêmes symptômes, qui ont les mêmes difficultés, oui, ça, on les rencontre, mais ils ne sont pas dyscalculiques. Donc, ça veut dire qu'on a les moyens de les remettre sur les rails, à condition d'utiliser du matériel, parce que là, j'ai pas en visio, c'est un peu difficile de vous montrer le matériel qu'on peut utiliser en même temps que tout ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, bon, ils sont rares. Et si on leur permet de passer par ces étapes-là, peut-être qu'on peut les mettre sur les rails, peut-être, mais il peut y avoir d'autres blocages qui nous échappent aussi. On ne peut pas tout forcément avec tous les élèves. Hein. Mais pour les élèves qui ont les mêmes troubles que les enfants dyscalculiques, je vais dire ça comme ça plutôt, l'utilisation du matériel est primordiale en même temps que l'intelligence des tables que je suis en train de vous décortiquer. Alors, le matériel, peut-être que j'aurai le temps de vous le montrer, un peu à la fin de cette présentation des tables d'addition. Je vais voir. Mais oui, parce que ça, c'est un petit peu ce qui manque dans ma présentation. C'est, bon là, je vous montre des tableaux où les élèves doivent calculer de manière réfléchie, etc. Mais évidemment, quand on est avec des CP, des CE1, parce que moi, ça me semble tellement évident que je ne vous le dis pas, mais que ça doit aussi être associé à l'utilisation de cubes, à l'utilisation de balances mathématiques, à l'utilisation d'un matériel que les élèves vont manipuler pour construire les nombres aussi. Hein. Ça, c'est sûr. Les réglettes de Kuizner aussi. Vous connaissez ça? Non, réglettes de Kuizner, il faut que je vous montre absolument. Parce que sinon, il manquerait vraiment un gros point. Réglettes de Kuizner. Ouais, Kuizner. Ça s'écrit C-U-I. S-E-N-A-I-R-E. C'est le nom d'un Belge. C'est le nom d'un didacticien belge. Kuizner. C-U-I-S-E-N-A-I-R-E. De mon point de vue, les réglettes de Kuizner, il faudrait que nous en ayons dans toutes les classes. De la petite section au CM2. Parce que les réglettes de Kuizner peuvent être utilisées de multiples manières, de multiples façons pour les additions, les soustractions, les divisions. C'est vraiment super, même pour les volumes, pour plein de choses. Mais je vous montrerai ça. Il faut absolument que j'y pense. Donc voilà, ça fait déjà 2 tables apprises. Voici une 3e table, qui est une 2e diagonale. Nous avions la diagonale des doubles. Et maintenant, nous avons la diagonale. C'est la table qui a été dite tout à l'heure, et avec beaucoup d'intelligence, sur ce qu'on appelle les amis de 10. C'est-à-dire tout ce qui va faire 10.
Et évidemment, cette table, elle est primordiale parce que quand on va faire ensuite des techniques, quand on va utiliser des techniques opératoires, par exemple de l'addition, et que vous avez, je ne sais pas moi, 7 plus 2 plus 3, eh bien, si les élèves identifient tout de suite qu'à 7 et 3, 10 plus 2, 12, ça va aller beaucoup plus vite que de faire 7 plus 2 plus 3, évidemment. Donc ça, c'est un outil qui est absolument indispensable pour être autonome dans les calculs, c'est-à-dire de savoir tout ce qui fait 10. Alors, pour savoir tout ce qui fait 10, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, parce qu'en fait, tout a été dit. C'est-à-dire qu'on peut compter avec ses doigts, ou au moins regarder ses doigts. Et en regardant ses doigts, effectivement, eh bien, on peut faire des compléments à 10, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui complète 8 pour faire 10 ? Eh bien, c'est les doigts qui sont baissés. Donc, utiliser les doigts pour connaître les compléments à 10, c'est parfait. Utilisons-les. Il n'y a pas que ça, mais c'est un bon outil pour pouvoir construire ou se représenter les compléments à 10. Ça, c'est génial. Donc, encore une fois, constellation digitale. Mais ce qu'il va falloir utiliser aussi, ce sont les fameuses réglettes de Kuisner. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Tac. Je vais faire simple, je vais aller sur Internet. Et puis, normalement, réglettes de Kuisner. Voilà. Image. Alors, en espérant que… Oui, voilà. Je reviens vers vous et je partage mon écran. Tac, partager. Donc, les réglettes de Kuisner, c'est ce que vous voyez de multiples manières ici. Alors, il y a des réglettes comme celles qui sont ici, voilà, où vous n'avez pas les unités qui sont marquées. Et puis, vous avez des réglettes, là, je crois que c'est marqué, j'ai l'impression que c'est marqué. En tout cas, comme ici, par exemple, vous avez des réglettes de Kuisner où chaque unité est vraiment dissociée, un peu comme ici aussi. Vous les voyez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Alors ça, ce n'est pas des réglettes de Kuisner, c'est plutôt des réglettes qu'on utilise, c'est les cubes des méthodes Singapour, ça, par exemple. Mais les cubes… Il y a aussi ça pour… Pardon. Vas-y. Non, il y a aussi ça pour les fractions ou les nombres décimaux. Oui, tout à fait. Et je vous dis, les réglettes de Kuisner sont utilisées, mais… voilà, ça, c'est les réglettes qui sont bien dissociées. Vous les voyez là ? Donc, vous avez la réglette 1, la réglette 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10. Donc, vous avez toutes les réglettes jusqu'à 10. En maternelle, c'est plutôt les réglettes sans les unités qui sont démarquées qui sont utilisées. Et après la maternelle, comme celle-là, par exemple. Et après la maternelle, c'est plutôt ces réglettes-là qui sont utilisées avec les unités qui sont bien démarquées. Il y a des tas d'exercices possibles, vous voyez, des tas de fiches qui sont proposées sur Internet pour pouvoir permettre aux enfants de travailler sur les longueurs, les grandeurs, les comparaisons de longueurs, travailler sur le nombre, etc., etc. Et alors là, regardez, on tombe précisément d'ailleurs sur ce que je voulais vous montrer. Comme là, on était dans la table des amis de 10. Eh bien, en plus de tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire le tableau à double entrée, les doigts, eh bien, on va aussi travailler sur ce qu'on appelle la maison du 10. Et avec les réglettes de Kuisner, eh bien, vous pouvez faire ce qu'on appelle des maisons, c'est-à-dire vous prenez la réglette, par exemple, 5, et avec la réglette 5, avec les autres réglettes, vous trouvez tout ce qui fait 5. Donc, vous allez prendre la réglette 4 plus la réglette 1, puis après la réglette 3 et la réglette 2, et ainsi de suite. Et les élèves ensuite vont écrire sur leur ardoise ou sur une feuille ou je ne sais pas où les résultats de ce qu'ils ont fabriqué. Alors évidemment, en maternelle, on ne va pas leur demander d'écrire ce qu'ils ont fabriqué, on va leur demander de verbaliser, de dire alors 10, qu'est-ce que c'est 10 ? C'est aussi 9 plus 1. Et 9 plus 1, c'est 10, c'est une autre manière de dire 10. Mais c'est aussi 8 plus 2. Mais c'est aussi 7 plus 3. Et en fait, les élèves, là, en maternelle, vous allez voir, il y a toute une progression. Si vous vous intéressez à ces outils-là, et je vous recommande fortement de vous y intéresser, au moins pour tous les niveaux, mais la maternelle en particulier, vous allez voir des guides sur Internet pour vous aider à utiliser ce genre d'outils. Et les élèves vont apprendre par cœur les couleurs, en fait. Ils vont savoir que le rouge, c'est 10, que le blanc, c'est 1, etc., etc. Ça, c'est tout à… Pardon. Est-ce que moi, ça, je le fais par exemple avec les barres rouges et bleues de Montessori. Est-ce que Kuisner, ça apporte quelque chose de différent par rapport aux barres rouges et bleues ou est-ce que c'est assez similaire pour que ça puisse être utilisé de la même façon ?
Non, non, c'est très différent. Les intentions utilisées, enfin, il va y avoir plus, enfin, comment dire, avec les réglettes de Kuisner, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'avec les barres rouges et bleues, puisque les barres rouges et bleues, ça ne sert que, mais c'est déjà énorme, hein, ça ne sert qu'à construire l'intervalle 1-10. Ça ne sert qu'à ça, en fait. Mais par contre, tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu vois ici. Tu ne vas pas pouvoir faire, par exemple, la maison du 10. Parce que tu vois, la maison du 10, c'est tout le rectangle que tu vois ici, en fait. Donc ça, tu ne vas pas pouvoir le faire. Oui, sous cette forme-là. Moi, par exemple, je sais que mes élèves, ils cumulent la barre rouge et bleue qui fait 8 avec la barre rouge et bleue qui fait 2. Et donc, ça fait la même taille que la barre de 10. Donc, on comprend que 8 et 2, ça fait 10. Et oui, je trouve que c'est assez semblable quand même. Oui, 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 parfait, parfait. Je dis simplement que c'est parce que là, on est en train de simplement de construire la maison du 10. Oui, d'accord. Je dis simplement qu'avec les réglettes de Kuisner, tu vas faire beaucoup d'autres choses, beaucoup Oui, plus de choses. Et puis en plus, bon, le matériel, si tu veux, là, c'est des réglettes que tu prends dans la main, ça fait 10 cm. Hein, chaque petit voilà. C'est ça aussi. Hein, c'est qu'il y a quand même cet intérêt aussi de la manipulation qui est beaucoup plus facile avec les réglettes de Kuisner. Et puis, encore une fois, ça ne servira pas que à ça. Mais ça peut servir, ça va servir à ça, mais pas que à ça. Ok, d'accord. Donc voilà. Vous voyez, hein, regardez le genre d'exercice possible hein, avec les élèves. Enfin, il y a des tas et des tas d'exercices possibles. C'est vraiment absolument formidable. Ça, voilà, pour travailler en maternelle, on va travailler les réglettes de Kuisner pour pouvoir comparer aussi, comme ce qu'on fait avec les barres rouges et bleues, hein, exactement pareil. Hein, c'est comparer les barres les unes avec les autres. Mais c'est voilà, des exercices comme ceux qui sont ici. Hein, donc, on va remettre les réglettes dans un ordre bien particulier. Et puis ensuite, on va les nommer. C'est la réglette du 10, la réglette du 9, du 8, du 7, ce qui va permettre d'une autre manière encore de pouvoir construire progressivement l'idée de nombre. Donc voilà, plein de choses très intéressantes. Voilà ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, avec les barres rouges et bleues, ce genre d'exercice, par exemple. Mais bon, c'est pour vous dire. Là, ça marche moins bien, je suis d'accord. Non, mais tu as raison, les barres rouges et bleues, c'est absolument parfait pour la construction de l'intervalle 1-10. Et puis, tu peux faire exactement ce que tu as dit. Hein. C'est simplement qu'on peut aller beaucoup plus loin avec ces réglettes qui ne sont pas si chères que ça. J'avouerai que là, comme j'ai acheté des tasseaux, que j'ai commencé à les peindre pour avoir des barres rouges et bleues, effectivement, je n'avais pas pensé aux barres de Kuisner. Et en termes de construction, j'ai déjà pas mal de choses en cours. Ah ouais. Voilà, donc ça, je voulais absolument vous montrer ce matériel absolument formidable. Vous voyez tous mon écran? Oui. Bon, oui. Ça, c'est ce qu'on a dit ensemble. Ah oui, alors, souvent dans mon diaporama, je ne voulais pas montrer à chaque fois, mais ce que je vous montre ici, c'est ce qu'il faut suggérer aux parents. Parce que, au début, je vous disais qu'il n'y a qu'en France qu'il y a les tables d'addition. Alors, si forcément, vous apprenez les tables d'addition autrement que la manière dont les parents ont appris, vous pouvez un petit peu déstabiliser les parents en disant « Mais pourquoi est-ce que vous n'apprenez pas la table de 4, de 5 comme moi quand j'étais petit ?» Enfin, voilà, ça, c'est les parents, c'est normal. Bon, ce qui est primordial, c'est de suggérer aux parents la manière d'apprendre chacune des tables. Soit en écrivant dans l'agenda des petits conseils pour accompagner les enfants. Et là, le conseil que vous allez donner, c'est par exemple de dire 6 et 4, ça fait combien, 7 et 3, ça fait combien, etc. Mais surtout de dire à 7, je dois ajouter combien pour faire 10 ? À 6, je dois ajouter combien pour faire 10 ? Etc. etc. En plus, vous allez pouvoir, de manière intuitive, travailler sur les additions à trous et donc sur les soustractions. Mais il faut suggérer aux parents la manière de les accompagner à la maison. Ça me semble primordial. Et puis, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Ah oui. Et puis, puisqu'on a les moyens numériques maintenant de le faire, peut-être d'enregistrer des enfants en train d'utiliser les techniques, les stratégies, en tout cas à l'oral, comme ce que vous avez entendu tout à l'heure avec les presque doubles, hein, et de mettre à disposition des parents ces petits tutoriels, en fait. C'est comme des tutoriels où on entend les enfants dire, puis les parents vont dire « Ah, d'accord, ah, c'est ça que tu apprends, ah, c'est comme ça que je dois faire. » Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, c'est ce que je fais, c'est que je fais des petits tutoriels, des petites vidéos avec mes élèves. En plus, ça permet d'institutionnaliser le savoir. Et puis ensuite, on met ça sur une plateforme et les enfants peuvent y avoir accès, et les parents y avoir accès quand ils veulent et régulièrement. Pour ça, il faut une plateforme de partage, quoi.
Oui, ou on peut utiliser un Padlet et inviter les parents juste sur un Padlet. C'est ça, une plateforme de partage. Un Padlet, c'est parfait, effectivement. Tout le monde voit. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un Padlet? Claire, tu vois pas? Ok, je te montre rapidement. Alors, arrêtez. Voilà. Écran partagé. Alors, un Padlet, tac, 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 tac. Et ben voilà, on va voir la classe de Mélanie. Voilà, un Padlet, c'est ça, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit, je crois que vous pouvez en faire jusqu'à 5 gratuitement. Et puis, tu as la possibilité, par exemple, de fabriquer tes propres colonnes. Tu vois, tu fabriques tes colonnes. C'est toi qui fabriques, hein, c'est toi qui cliques. Vous voyez, c'est facile hein, de faire des colonnes. Hein, tu vois, je vois pas très bien, mais ici au bout, là, normalement, c'est pas mon Padlet à moi, donc je peux pas ajouter de colonne. Mais toi, tu cliquerais sur plus et hop, tu aurais une nouvelle colonne qui apparaîtrait. Tu nommes ta colonne et dans cette colonne, eh bien, tu mets tout ce que tu veux. Ça peut être des liens vers des vidéos YouTube, ça peut être des PDF, des documents Word, ce que tu veux. Et les parents ont l'adresse de ce Padlet et peuvent y accéder quand ils veulent pour aller écouter, voir, regarder des documents, enfin peu importe. D'accord. Non, je ne connaissais pas. Voilà, donc tu vois qu'ici, par exemple en musique, eh bien, Mélanie a partagé, voilà. Elle partage ce qu'elle écoute avec ses élèves en classe et les élèves peuvent réécouter chez eux. Ça fait du lien aussi entre la famille et l'école. Pas mal. Ok. Voilà. Album à Merci. écouter, etc., etc. Merci. Donc, ça peut être un Padlet, mais ça peut être aussi, vous connaissez Classe Dojo? Oui, vous connaissez bien? Ok, bah ça aussi, c'est un espace numérique de travail aussi. Enfin, c'est un espace de partage, on va dire, hein, qui est vraiment très intéressant. Moi, je connaissais Learning Apps pour pouvoir faire des jeux et des jeux en ligne où justement les enfants pouvaient venir avec leurs parents faire des petits jeux. D'accord, ça je ne connais pas ça. Learning Apps. Alors là, c'est encore une fois un Padlet, hein, c'est surtout pour y mettre toi ce que tu veux et qu'encore une fois les parents puissent avoir accès quelquefois à des petits tutoriels, des explications indispensables quelquefois pour certains apprentissages. D'accord. Bon, les connaissances associées, eh bien, ça va être ce qu'on va voir tout de suite après comme table, qui est la table du passage par 10. Et puis, tout ce qui est les compléments à la puissance de 10, bien entendu, hein, c'est ce que je disais. Quand vous avez ce genre d'addition, par exemple, eh bien, si vous connaissez vos compléments à 10, forcément que pour faire 360 plus 234 plus 246, les élèves, par exemple, pour les unités, bon, ça c'est un petit peu mal vu parce qu'il y a un 0, mais les élèves, on espère qu'ils vont d'abord faire 4 plus 6, bon, plus 0. Et puis après, quand vous avez 6 plus 3 plus 4, on espère que les élèves, plutôt que de faire 6 plus 3 plus 4, repèrent 6 plus 4, 10, plus 3, 13. Et pareil, plus 3 plus 7 plus 2, on espère qu'ils repèrent d'abord 3 plus 7 et ensuite plus 2. Forcément, ça va avoir ce genre de conséquences d'habileté, de facilité pour les élèves. Alors, par exemple, je crois que c'est Cécile qui me demandait si on pouvait leur apprendre à DCM1 ou à DCM2 ces stratégies-là. Alors voilà, justement, si tu leur apprends, si on revoit tout ce qui fait 10, l'idée, puisqu'on a des grands, c'est d'arriver tout de suite ensuite à ce genre d'opération où subtilement, dans chacune des puissances de 10, dans chacune des colonnes, on met 6, 4, 3, 7, 8, 2, de façon à ce que les élèves puissent tout de suite réinvestir ce qu'ils ont appris dans des opérations plus complexes parce qu'ils sont grands, évidemment. Oui, mais c'est vrai que moi, ça, c'est quelque chose que je constate. J'ai quand même pas mal d'élèves qui n'arrivent pas justement à voir ces compléments à 10 dans ce genre d'addition. Évidemment, tu as tout à fait raison, c'est sûr. Surtout s'ils ont eu des enseignants qui n'ont pas pris le soin ou le temps, surtout, de pouvoir le faire. Tout à fait. Donc, il faut prendre le temps. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit aussi en préambule, hein. Les études scientifiques sur les compétences mathématiques des élèves montrent que plus on met le paquet sur les compétences de calcul, plus les conséquences vont être importantes partout ailleurs. Donc, vous ne perdez pas du tout du temps, surtout. Ne pensez pas ça.
Voilà, eh bien, avant de passer justement à cette nouvelle table, qui est le passage par 10, je vous propose de faire une pause parce qu'on est en ligne et que c'est fatigant d'être en ligne, c'est fatigant l'écran, vous écoutez beaucoup, voilà, il y a moins d'interaction aussi. Hein, donc, je vous propose de faire une pause, peut-être un quart d'heure de pause, on se retrouve à 11h15, et puis ensuite, on file jusqu'à 12h30 et pour finir cet apprentissage des tables d'addition. Ça vous va comme ça? Très bien. Très bien, oui. Très bien. Eh bien, à tout de suite. À tout de suite. Alors, je vais partager donc mon écran pour voir la suite. Voilà. Vous voyez tous l'écran? Oui. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, je passe, ça c'est les entraînements, tout ça je passe. Voilà. Donc, voici une nouvelle table après toutes celles que nous avons vues. Et cette table n'est pas simple du tout, donc c'est une des dernières tables à apprendre dans ce tableau. C'est la table la plus dure. Hein. C'est ce qu'on appelle le passage par 10. C'est la plus difficile, mais il n'y a pas énormément non plus de tables. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, le passage par 10, c'est quoi? Alors, plutôt que de faire des tas d'explications, je vais vous faire écouter quelques élèves de cycle de CE1 aussi, et qui sont passés d'abord par du calcul réfléchi posé, puis du calcul réfléchi mental. Et là, vous voyez, vous allez entendre le calcul réfléchi mental. Donc, le passage par 10. Hop. Alors, je cherche ça sur mon ordinateur et je vous le fais écouter tout de suite. Voilà, passage par 10. Voilà, c'est bon, je l'ai. J'espère que vous allez bien entendre. Partager. Et voilà. Agathe, comment tu fais pour trouver 8? Est-ce que vous entendez là? Mais ça fonctionne. Ok, je recommence. Écoutez bien et écoutez les stratégies des enfants. Agathe, comment tu fais pour trouver 8 plus 6? 8 plus 2 plus 4, Ça fait combien? 14. Andrea, comment tu fais pour trouver 7 plus 5? Bah, moi, j'ai commencé par faire 7, et après j'ai fait 7 plus 3, et j'ai rajouté le 2, et j'ai trouvé 12. Comment tu fais pour calculer 9 plus 4? Je mets 9 plus 1 plus 3 égale le 13. Charlie, 8 plus 4, comment on fait pour trouver ça? On fait 8 plus 2, ça égale 10, plus 2 égale 12. Jonas, 9 plus 5, comment tu fais ça? Bah, je fais 9 plus 1 égale 10, plus 4 égale 14. Léane, 5 plus 8, tu peux me dire combien ça fait et comment tu fais pour trouver le résultat? Bah, je prends 8 plus 2 plus 3 égale 13. Ok, je pense que vous avez compris comment ça marche. En fait, pour être clair, par exemple, si vous donnez aux élèves de réaliser 7 plus 5, ils vont avoir deux méthodes pour réaliser ça. Ou bien, ils vont prendre le nombre le plus grand et ils vont compléter à 7, ils vont compléter ce qu'il faut pour trouver 10. C'est pour ça que tout à l'heure, la table des amis de 10 est si importante. Pour ça, comment vont-ils faire? Eh bien, ils vont casser le 5, et le 5, ils vont le casser en deux parties. Ils vont le casser en 3 plus 2. Si bien que le 3 qui est ici, ils vont l'associer avec le 7. Donc là, on aura 10 et 2, 12. Donc ça, c'est la première méthode. Certains enfants préfèrent faire ça, c'est-à-dire prendre le nombre le plus grand et puis compléter ce qu'il faut pour faire 10. Mais d'autres enfants qui ont une représentation constellaire digitale des nombres vont plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt voir que 7, c'est 2 plus 5 à cause des mains, en fait. À cause de ça.
Donc, ils vont voir tout de suite que 7, c'est ça. Et puis, après, c'est simple. Hein. Ils vont associer le 5 et le 5 qui est là. 5 et 5, 2. 5 et 5, 10. Et de 12. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez deux techniques possibles. Hein. C'est ou bien on casse le plus petit nombre pour compléter ce qu'il faut sur le grand, soit on identifie bien que le grand nombre, en fait, c'est une constellation digitale 5 plus 2, et puis on l'associe avec le 5 qui est ici. Donc, ça, c'est quand il y a 5, bien sûr. Après, il y a les 8 plus 4, par exemple. Hein. Donc, dans ces cas-là, la stratégie la plus évidente ici, c'est de compléter à 8 ce qu'il faut pour faire 10. Donc, on va casser le double qui est ici. On va considérer que c'est 2 plus 2. Et puis, on va compléter 8 et 2, 10, plus 2, 12. Voilà, là, l'idée, ce n'est pas forcément du coup de casser le 8 pour faire 6 et 2. Enfin, bon, pourquoi pas, quand on fait des mathématiques de toute façon et qu'on leur dit toutes les stratégies, on va leur donner. Mais les élèves vont très majoritairement prendre le grand nombre et puis compléter ce qu'il faut pour passer à 10. Tout le monde voit bien? Vous avez vu, vous voyez mon écran blanc là, j'espère. Hein. Oui, on voit. Je me suis dit, ça se trouve, je parlais dans le vide. Donc voilà. Hop, je reviens sur. Ah, elle est disparue. Partager. Arrêter. Ah oui, c'est parce que je n'étais pas ici. Voilà. Voilà. Donc ici, écoutez, pour toutes les tables, voilà la stratégie qui va être utilisée. Vous avez entendu les élèves. Par exemple, pour 8 plus 5, vous voyez, hein, c'est exactement la même stratégie. Soit je casse le 5 et je rajoute ce qu'il faut 8 pour faire 10. Donc ça va faire 8 plus 2 plus 3. Ou bien, je considère que 8, c'est bien la constellation digitale 5 plus 3. Auquel cas, je vois tout de suite que ça fait 13 parce que j'ai 5 plus 8. 5 plus 8, ça fait 5 et 5 plus 3. Donc je le vois tout de suite dans ma tête même. Vous voyez, à quel point aussi la constellation digitale va pouvoir aider à faire ce genre de calcul. 8 plus 4, on l'a vu. 8 plus 5, on l'a vu. 8 plus 6. Alors 8 plus 6, c'est pareil. Hein. Soit on fait 8 plus 2 plus 4, c'est-à-dire qu'on va casser le 6, ou alors on va faire 6 plus 4 plus 4, parce que 8, c'est un double. Donc c'est assez facile à identifier que 6 plus 8, ça fait 6 plus 4 plus 4, donc toujours 14. Voilà, ça c'est la stratégie du passage par 10. C'est une des tables les plus compliquées à apprendre en CE1. En CE1, surtout pas en CP. Et en CE2, c'est une table qui s'acquiert assez facilement. Et puis après, en CM1, bien entendu, revenir sur ces stratégies. Moi, je l'ai encore vu lundi dernier avec mes élèves. Je leur ai fait faire un petit tour de magie. Et il fallait justement compter rapidement. Et je voyais que 8 plus 4, par exemple, ça bloquait pour quasiment tous les élèves. Hein. C'était super compliqué pour eux, 8 plus 5 et 8 plus 4. Donc, j'avais des élèves qui étaient fortiches, mais d'autres, je voyais bien 8 plus 4, ils n'avaient pas beaucoup de moyens de trouver le résultat rapidement, sauf à faire du surcomptage sur les doigts. Donc là, du coup, j'ai pris le temps de leur expliquer comment est-ce qu'on pouvait calculer rapidement ce genre d'opération. En CM1, CM2. Non, ça, on laisse passer. Voilà, c'est ça, surtout, je voulais vous montrer. Donc voilà, après, toujours la même chose. On fait d'abord du calcul réfléchi écrit, puis du calcul réfléchi mental, comme vous l'avez entendu, puis ensuite, on finit par automatiser. Donc, vous voyez, hein, pour 8 plus 5, par exemple, eh bien, je leur demande de passer par 10 de deux manières différentes, pas une, deux manières, pour faire des maths. Encore une fois, on fait l'habileté intellectuelle avec ça. Et puis, 8 plus 5, c'est 8 plus 2 plus 3, ou bien 5 plus 5 plus 3, parce que 8, ça peut être 5 plus 3. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, ça fait 10 plus 3, ça fait 13, quoi qu'il en soit. Bon, vous voyez que 7 plus 4, par exemple, hein, je ne demande pas de casser le 7 pour compléter le 4. Là, pour le coup, je ne demande qu'une stratégie. C'est la plus évidente, la plus simple, la plus rapide. Ce n'est pas la peine de demander la deuxième là. Mais pour celle-ci, c'est possible. Donc voilà le type d'exercice possible que l'on peut inventer pour nos élèves pour s'entraîner à faire du calcul réfléchi posé et s'entraîner à passer par 10. Alors, il y a un outil qu'on peut utiliser aussi, c'est la balance mathématique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là.
je vais… Voilà, je reviens ici. Hop, écran partagé. Vous voyez, les balances mathématiques, c'est ça, là. Ça, c'est des balances mathématiques. Donc, alors ça, c'est absolument excellent. Je ne sais pas s'il va y avoir plusieurs des exemples. Donc, cet exemple-là, par exemple, je ne sais pas si je peux l'agrandir. Non. Regardez, ici, sur cette balance mathématique, alors là, la vidéo que vous voyez ici, c'est des vidéos qu'on a réalisées nous. Hein. Là, c'est vous allez sur YouTube, vous mettez balance mathématique Régis Godmer, Régis, tout simplement, ça fera aussi, et vous allez tomber sur une 8 vidéos, je crois, ou peut-être un peu plus, 8 vidéos qui expliquent comment utiliser les balances mathématiques pour les additions, pour les multiplications, les divisions, les fractions. Voilà, donc ça, c'est un outil que je vous conseille vraiment. Une grande balance comme ça coûte 20 €. Par contre, vous pouvez utiliser 5 petites balances mathématiques comme celle-ci, là. 5, ça coûte 20 € aussi. Donc, ce n'est pas très, très cher. Et ça permet quand même de faire des tas et des tas de situations avec les élèves qui sont vraiment très intéressantes et stimulantes. Et vous voyez, ici, on a mis une barre sur le 10. Et de l'autre côté, regardez, on a mis une base sur le 6 et sur le 4. Et la balance, eh bien, elle s'équilibre. Et elle s'équilibrera quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez, si les valeurs sont les mêmes de chaque côté. Donc, vous voyez ici, par exemple, pour faire tous les compléments à 10, eh bien, si vous mettez une barre sur le 1 et sur le 9, ce sera équilibré. Après 8, 2, ce sera équilibré, et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est vraiment super. Comme là, ici, vous voyez, vous mettez 5 d'un côté, vous regardez de l'autre côté, 5, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 plus 3, 4 plus 1, et ce sera toujours équilibré. Donc, c'est vraiment, vraiment formidable, quoi. Alors ça, quand on les met derrière comme ça, c'est pour faire des soustractions. Mais bon, je vous laisse découvrir, vous découvrirez tout ça. Mais vous pouvez aussi regarder, comme l'exemple qui est ici, vous pouvez faire aussi des multiplications. Par exemple, vous pouvez dire que 2 fois le nombre 3, vous voyez, vous avez deux languettes là, enfin deux points, deux masses. Donc 2 fois le nombre 3, c'est égal, le égal, vous le voyez ici avec les 2 petites barres rouges, à 3 fois le nombre 2. Et là, vous voyez que vous avez 3 barres de 2, et ça s'équilibre. Donc, pour faire les multiplications, les additions, les soustractions et les divisions, c'est un outil qui est génial. Il est beaucoup utilisé par les Chinois. Donc, voilà, encore un outil formidable. Donc, ici, encore une vidéo. Ça, je suis sûr que c'est les vidéos qu'on a réalisées. Si je clique dessus, ouais, voilà, Régis Godmer, vous voyez, ça, ce sont les vidéos qu'on a réalisées. Donc, vous pouvez aller les voir. C'est sur Google. Donc ça, formidable. Je regarde en même temps soustraction, multiplication, s'il y a d'autres exemples que je peux vous montrer. Bon, là, les multiplications, je vous les montrais. Là, il n'y a plus de balance mathématique. Bon, voilà. En tout cas, ça, c'est… et puis, vous avez des fiches pour que vous puissiez faire des ateliers dans votre classe. Vous avez des fiches qui permettent justement de découvrir pas à pas soit la soustraction, soit l'addition. Puis après, on peut faire de lancer des tas de défis. On dit aux élèves, par exemple, de mettre une barre sur le 10 et sur le 2, 12 par exemple, et puis de demander aux élèves de trouver tout ce qui fait 12, mais avec deux barres, ou avec 3, ou avec 4. Ou alors tout ce qui fait 12 sous forme multiplicative et additive. Donc, par exemple, 12, ça va être 2 fois le nombre 3, plus 4, plus je ne sais pas combien, enfin, je suis perdu dans mes calculs, mais vous voyez, c'est-à-dire que les élèves vont poser les barres, voir que ça s'équilibre, et ensuite, ils vont écrire ce qu'ils voient sur la balance. Donc, ils vont écrire 12 est égal, et ensuite, ils n'ont plus qu'à mettre ce qu'ils ont mis sur la balance. Donc, ça permet vraiment de bien comprendre d'abord les formes d'écriture qu'on peut utiliser en mathématiques. C'est super, ça. Vraiment super. Ah oui, vous voyez mon écran, là? Vous voyez mon diaporama? On ne voit pas le diaporama, on voit la page Google. Ouais, je m'en doutais. Hop, il faut que je reparte et que je repartage. Voilà, donc là, on a vu quand même pas mal d'outils, enfin pas mal d'outils, non, pas mal, mais 2 outils au moins très intéressants. C'est les réglettes de Kuizner dans un premier temps, et puis ici, là, la balance mathématique que je vous montre assez rapidement, mais qui peut être utilisée dans toutes les situations qu'on a vues jusqu'à maintenant, même les doubles. Les doubles, vous mettez 12 d'un côté, et puis vous mettez que c'est 5 plus 1 plus 1, et hop, ça s'équilibre. Vous voyez, vous pouvez même représenter visuellement
ce qu'on a expliqué tout à l'heure pour les doubles. Pour les presque doubles, c'est pareil. Si vous avez 6 plus 7, vous mettez 6 plus 7 d'un côté. De l'autre, vous dites c'est presque 6 plus 6. Et hop, vous rajoutez 1. Et hop, ça se rééquilibre. Donc, vous pouvez à chaque fois visualiser chacune des techniques opératoires qu'on a vues jusqu'à maintenant avec les balances mathématiques. Et Régis, tu disais qu'on pouvait utiliser les fractions aussi avec les balances? Oui. Oui. Et il faut écrire derrière là où on a un demi, là où on a un quart, etc. Et en fait, de l'autre côté, on peut dire un quart plus un quart est égal à un demi, par exemple. Ouais, tu vas voir, enfin, faut que tu regardes la vidéo, mais effectivement, tu peux même travailler les fractions. D'accord, ok, merci. D'autres questions? Alors, bien sûr, hein, les connaissances associées au passage par 10, eh bien, ça va être le passage par 10, par exemple, dans une soustraction. Par exemple, si vous avez 33 moins 17, alors l'élève peut faire 7 pour aller jusqu'à 13. Au lieu de faire 13 moins 7, évidemment, il ne va pas faire 13 moins 7. Hein, il ne faut pas dire ça à un élève, hein, parce que si vous dites 13 moins 7 à un élève, on va dire, mais si, tu es dans une soustraction, c'est normal que tu fasses 13 moins 7. L'élève va faire un comptage à rebours et puis il risque des tas d'erreurs. Donc non, quand on a 13 moins 7 à faire, on fait 7. Combien je dois ajouter pour aller jusqu'à 13? Parce que c'est comme une addition à trous, en fait. Hein. Et bien dans ces cas-là, on espère que ce qui sera appris en CEA puisse être transposé dans ce genre de situation. Les élèves vont faire 7 plus 3, d'abord, passage par 10, puis ensuite encore plus 3. Et donc, la différence entre 13 et 7, c'est 6, parce que c'est 3 pour aller à 10, plus 3. Donc, vous voyez que cette stratégie-là, on espère qu'elle puisse être transposée ensuite dans ce genre de situation. Donc, attention aux soustractions. Hein. Je fais une petite parenthèse, mais attention de ne pas dire aux élèves, si, on peut dire aux élèves 13 moins 7, ce n'est pas le sujet. Mais pour trouver le résultat, on ne va pas leur demander de faire 13 moins 7. On va leur dire de faire 7. Combien je dois ajouter pour aller jusqu'à 13? 13 plus combien? 7 plus combien égale 13, forcément. D'accord? Et donc, par conséquent, oh, zut, pardon. Donc, on aura 33 moins 17. Donc, selon la technique que vous utilisez, mais là, 33 moins 17, normalement, c'est qu'on est en cycle 2. Normalement, la technique la plus appropriée, c'est de faire la méthode par emprunt. Donc, 3 moins 7, on ne peut pas. À 3, on ne peut pas enlever 7. Donc, on va prendre une dizaine dans les dizaines et puis on va la mettre sous forme de 10 unités. Maintenant, on a 13 moins 7. Alors, 13 moins 7, comment résoudre ce problème? Eh bien, on va faire une addition à trous. On va faire 7 plus 3 égale 10, puis encore plus 3 pour aller jusqu'à 13. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que voilà les conséquences de cet apprentissage. Donc, ça fait 6. Et ensuite, on fait 2 moins 1 égale 1. Voilà. Des questions là-dessus? Sur les soustractions, sur la méthode, tout ça, ça vous va? Il faut en profiter hein, pour… Voilà, et puis quand vous allez faire du calcul du temps, c'est pareil. Hein, quand vous allez, par exemple, les élèves vont calculer l'écart qu'il y a entre 8h30 et 10h10, eh bien, ils vont faire la même méthode, en fait. C'est exactement la même méthode, mais transposée au temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils vont faire 8h30 plus 30 minutes pour pouvoir accéder à 9h, exactement comme quand vous accédez au nombre entier, enfin au nombre rond 10. C'est la même chose. Hein. Pour vous montrer, si vous voulez, les conséquences que ça peut avoir ailleurs dans d'autres connaissances. Alors ensuite, les tables qui restent sont les tables les plus simples. Donc là, on est plutôt en CP. C'est la table du 10 plus quelque chose. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qu'on apprend en CP. Quand on a bien travaillé avec les barres rouges et bleues et qu'on a bien travaillé l'intervalle 1-10, et qu'ensuite, on veut travailler l'intervalle 11-20, eh bien, quand on va travailler cet intervalle-là, eh bien, on va profiter de remplir le tableau et puis de comprendre que eh bien, 10 plus
10 plus 7, c'est 17, 10 plus 8, c'est 18, 10 plus 9, c'est 19. Et d'ailleurs, les didacticiens disent que quand on travaille cet intervalle 10, 20, il vaut mieux commencer par 10, 7, 10, 8, 10, 9. Il ne faut pas commencer par 11. Bon, alors évidemment, nous, on a le sentiment, avec tout notre bon sens qu'on a, que après 10, c'est 11, et puis c'est ce qui va être le plus facile à comprendre pour les élèves. Eh bien non. Et malheureusement, pourquoi non? À cause de notre langue. C'est-à-dire que notre langue, elle dit 11, elle ne dit pas 10, 1. Si on avait été chinois ou dans n'importe quel pays asiatique, on aurait dit 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 17. Mais nous, on a décidé de dire autre chose. On a décidé de dire 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ce qui fait que ces nombres-là ne sont absolument pas transparents et donc ne veulent rien dire pour les élèves, d'un point de vue mathématique. Sauf si on fait le choix courageux de commencer, non pas par dire 11 quand on apprend cet intervalle-là, mais de dire 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, et plus tard d'introduire le nom de ces nombres. Mais ça, il faut avoir du courage parce que ça peut déstabiliser quelques parents, ou même soi-même d'ailleurs, quelquefois. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Mais comme notre langue compte à notre place pour 17, 18, 19, eh bien, il vaut mieux commencer par ça. Quand on est en CP, c'est sans doute les nombres par lesquels il faut mieux commencer pour se représenter ces nombres. Ce n'est pas plus compliqué de se représenter 12 que de se représenter 17 quand on est en CP. Hein, quand on est prêt pour cet intervalle-là, pas plus compliqué. Hein. Donc, il faut commencer par cela. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'expliquer aux élèves la raison pour laquelle… Alors, comment j'efface tout ça, moi? Effacer. Effacer tous les dessins. C'est par exemple d'expliquer comment on en est arrivé à dire ces mots-là. Déjà, d'expliquer que les Chinois, eux, ne disent pas ça, par exemple, mais bien, Chinois, hein, mais que les Chinois disent 10-1, 10-2. J'ai du mal à écrire avec ma souris, mais bon, vous voyez le truc. Hein. Voilà, vous leur dites comment les autres pays, d'autres pays, pas tous, mais beaucoup, nomment leur nombre. Et puis dire, mais pourquoi nous, on en est arrivé là? 14, oh, c'est compliqué, 15, voilà, et puis 16. Eh bien, en fait, vous leur dites que 11, déjà, remarquez le point commun. Donc, le point commun, c'est quoi? Eh bien, c'est le ZE. À chaque fois, on a ZE là. Mais ce n'est pas par hasard. En fait, le ZE qui est ici, c'est la contraction. C'est à l'origine la manière, enfin, ce n'est pas la manière dont on disait, mais c'est la contraction de dizaine. Vous leur montrez, hein, dizaine. Regardez, hop, il y a le Z. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que 11? Eh bien, c'est une dizaine. Et le on qui est ici, là, c'est la marque du 1. Vous voyez, on voit bien la proximité d'écriture. Donc, c'est une dizaine plus 1. Là, le ZE qui est ici, eh ben, c'est la même chose. Hein. C'est une dizaine. Voilà. Et 12, le 2 là, qui est là, c'est la marque de 2. Et bien, en fait, on compte comme les Chinois, en fait. On fait pareil. Sauf qu'on a contracté nos mots et on ne les entend plus, les mots. Mais en fait, 11, c'est une dizaine plus 1. 12, c'est une dizaine plus 2. Ou 13, on peut dire que c'est 3 plus une dizaine. On va dire ça comme ça. Là, on le voit, le trait de 3, c'est 3 plus une dizaine. Et bien en fait, 3 plus une dizaine, c'est 10-3. Mais nous, on ne dit pas 10-3, on dit 13. Donc ça, il faut leur dire. Il faut leur expliquer, il faut leur montrer dès le CP1. Moi, je l'ai fait en CE1. Ça a été, mais pour certains, une révélation, quoi. Une vraie révélation. Je me souviens d'une petite Laura qui, une fois que j'ai raconté tout ça, elle me regardait les yeux émerveillés, puis elle me dit « Régis, t'es vraiment un ingénieur. » Donc ça l'avait vraiment touché, quoi. Parce que tout d'un coup, tout était beaucoup plus clair. On va continuer avec 17. Alors pour 17, on aurait pu dire SEBS, par exemple. Hein. 18, on aurait pu dire 8Z. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'on aurait pu dire. Mais voilà, on a décidé tout d'un coup de dire les mots autrement. Mais c'est toujours une manière de dire 1 plus une dizaine, 2 plus une dizaine, 3 plus une dizaine, 4 plus une dizaine, etc. Voilà, donc tout ça pour dire, n'hésitez pas à expliquer aussi cette forme-là aux élèves. Bref, tout ça pour vous dire que cette table-là, elle va être vite apprise. Ce n'est pas très compliqué pour les élèves. Hein.
10 plus 3, c'est égal à combien? 10 plus 4, c'est égal à combien? 5 plus 10, etc., etc. Voilà. Donc, c'est la table verticale, horizontale, extérieure du tableau. Ça, je vous l'ai dit. Et enfin, eh bien, la dernière table qui est ici, et exception, c'est la table du surcomptage. Pour dire les choses autrement, pour toutes les tables qui sont ici, c'est du plus 1, plus 2, plus 3. Eh bien, on estime, d'un point de vue didactique, qu'il n'est pas intéressant d'apprendre une quelconque technique pour les plus 1, plus 2, plus 3. Parce que apprendre une technique ou faire plus 1, plus 2, plus 3 rapidement dans sa tête, c'est tout aussi efficace. Donc, il n'y aura pas de technique. Donc, si on fait 7 plus 2, on va faire 7, 8, 9. Voilà. On ne va pas faire une technique pour faire 7 plus 2. Hein. Il n'y en a pas. Et puis, ça va de toute façon aussi vite que de faire du surcomptage. On peut faire un surcomptage très rapide dans sa tête et on obtient le résultat. 8 plus 3, 8, 9, 10, 11. Hop, ça y est, c'est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcharge cognitive jusqu'à 3 chez les élèves. À partir de 4, il peut y avoir une surcharge cognitive. Donc, quand on fait 8 plus 4, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai fait 4, j'ai pas fait 4. Vous voyez, là, on peut être perdu. Là. Ça, c'est clair. Jusqu'à 3, aucune raison d'être perdu. Et donc, on va les entraîner à faire du surcomptage rapide pour ces tables-là. Et ça, on les entraîne, les élèves. Donc, 8 plus 2, 8, 9, 10. Donc, verbaliser. Il n'y aura pas forcément, là, du coup, d'étape de calcul réfléchi écrit. Parce que là, ce sera surtout de la verbalisation. Parce qu'en fait, justement, comme il n'y a pas de surcharge cognitive, on peut justement se passer de l'étape de calcul réfléchi posé. Par contre, on va faire un calcul réfléchi verbalisé, ça oui. Voilà, ça c'était la dernière étape. C'est la plus simple, on peut la prendre dès le CP. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez qu'il y a des tables. Il y a des tables qui vont être réservées plutôt au CP, d'autres qui vont être plutôt réservées au C1 tout en révisant celles qui auront été vues au CP. Et puis ensuite, en CE2, eh bien, il n'y a aucune table qui est vraiment réservée au CE2, ou en tout cas, ce sera une révision de toutes ces tables-là. Et pourquoi pas en CM1 aussi, en CM2, quand on voit que chez nos élèves, eh bien, il n'y a pas tant de stratégie que ça, voire pas du tout, et qu'on est toujours en train de calculer sur les doigts et pas avec ses doigts ou à l'aide de ses doigts ou à l'aide de stratégies qu'on aura apprises. Regardez, toutes les tables que vous voyez ici recouvrent l'ensemble des tables d'addition. Il n'en manque pas du tout. Donc, vous avez la table des doubles, la table qui colle des presque doubles. Vous avez ici la table du passage par 10. Vous avez ici en diagonale les amis de 10. Vous avez ici les 10 plus quelque chose. Et puis, en saumon, ici, vous avez la table du surcomptage. Et là, vous avez, voilà, tout est vu de manière réfléchie, compréhensible. Tous les élèves, normalement, sont capables de reconstituer ou de reconstruire le résultat de chaque opération seuls, même s'ils ont oublié leur table. Même si, parce qu'en fait, le problème de mémoriser des tables, c'est une fois que vous les avez oubliées, puis après, c'est foutu. C'est-à-dire, comment voulez-vous, quand vous avez appris par cœur 7 plus 5, vous l'avez appris par cœur, et qu'après, vous ne savez plus, eh bien, s'il n'y a plus aucune technique, c'est terminé. L'enfant n'est plus du tout autonome pour reconstituer le résultat. Or là, ce que vous permettez aux élèves, eh bien, c'est qu'ils puissent reconstituer le résultat de manière autonome, même quand ils ont perdu l'automatisation ou la mémorisation. Donc, il y a des tables qui sont réservées, on va dire, au CP. Hein, donc, ça va être le 10 plus quelque chose, ça va être CP. La table des doubles, CP. La table du surcomptage, on peut la commencer en CP. Et la table des amis de 10, on peut la commencer aussi en CP. Ensuite, en CE1, on revoit tout ça, plus les presque doubles, plus le passage par 10, qui est difficile. Et puis, c'est tout. En fait, il y a 2 tables vraiment nouvelles, si on va vraiment dans l'ordre, qui seront réservées au CE1. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les autres. On refait les autres, hein, bien entendu, hein, parce que le CE1 va permettre de consolider tout ce qui aura été commencé en CP, bien entendu. Et puis, en CE2, on revoit tout ça encore en début d'année, assez rapidement. Ça va de plus en plus vite chaque année. Et on va pouvoir passer aussi aux multiplications plus facilement au CE2 quand on aura vu tout ça avant. Y a-t-il des questions, des remarques,
des réflexions? Comment ça vous touche? Comment ça vous parle? J'ai juste une question par rapport au calcul mental fait en cycle 3, CM2 notamment. Effectivement, il faut, lorsqu'on passe au calcul mental, c'est une séquence qui dure pas très longtemps. Est-ce qu'on a besoin de revenir sur ces techniques justement, d'apprentissage, à l'issue, ou en amont, de la série de calcul mental? Je suis pas très claire. Je répète ma question. Est-ce que par exemple, ils ont une série de 10 calculs mentaux à faire? Les élèves ne savent pas la faire, par exemple, des 257 plus 15, par exemple. Est-ce que, à l'issue, des résultats, est-ce qu'on doit revenir et prendre du temps à réexpliquer les techniques, d'apprentissage? Ah bah, en fait, à mon avis, hein, de ce que tu dis, mais peut-être que je ne comprends pas tout à fait ce que tu dis, mais à mon avis, c'est à l'envers qu'il faut prendre les choses. Ouais. C'est d'abord apprendre une technique, de calcul, par exemple pour 257 plus 15. À chaque fois que j'ai plus 15, plus 25, plus je ne sais pas quoi qui finit par 5, quelle stratégie je peux utiliser? Et ensuite, donner aux élèves la possibilité de s'entraîner, comme tu l'as dit, on donne 10 opérations et puis on permet aux élèves ensuite de réutiliser, de réinvestir la technique. Puis ensuite, tu apprends une nouvelle technique, ça peut être la technique du 19, 29, 39, par exemple, ou 21, 31, comment est-ce qu'on fait? Et ensuite, quand tu donnes 10 opérations, tu vas donner, par exemple, 5 opérations où on utilise le plus 15, plus 25, etc., plus ce qu'on vient d'apprendre. Puis ensuite, dans la progression, tu apprends encore une nouvelle technique. Ça va être, par exemple, plus 25, plus 50, plus 75. Et quand tu as donné la technique, alors après, tu donnes des opérations 10 dans lesquelles tu vas mélanger toutes les techniques qu'on a apprises jusqu'à maintenant. En fait, c'est à toi en fait, de guider la progression de toutes les techniques. Et quand tu donnes 10 opérations ou 20 opérations, eh bien, tu vas progressivement, en fin de compte, les associer, quoi, si tu veux. D'accord. Même si on est en CM2, on bien reprend sûr. le temps. Eh bien, exactement, bien sûr, mais bien sûr. Et oui, tout à fait. Parce que je m'aperçois effectivement qu'ils ont des difficultés quand même à avoir ce genre de stratégie, en fait. Parce que ce n'est pas inné, parce que Voilà, il doit y avoir un apprentissage. Et donc, cet apprentissage doit se faire comme tous les autres. D'accord. Et ce que je dis, c'est que si tu fais par exemple l'apprentissage de plus 15, eh bien, c'est d'abord du calcul réfléchi, posé, écrit, puis pour bien comprendre les étapes et bien les mémoriser, bien les comprendre, puis ensuite du calcul réfléchi, verbalisé, puis ensuite du calcul mental. Tu dois repasser par toutes les étapes et c'est à toi de faire une progression en disant, tiens, je apprendrais bien comment faire du 25, plus 25, 50, 75, etc. Tiens, là, ce serait bien du plus 15, tiens, ce serait bien… Enfin voilà, à toi de voir ensuite comment est-ce que quelle progression tu peux faire avec eux. Tu as parfaitement raison de dire que non, il faut que tu prennes les choses à l'envers. C'est à toi de leur transmettre les techniques et toujours avec les mêmes étapes. C'est-à-dire calcul réfléchi, posé, etc., etc. Parfait. Donc, de ne pas perdre de temps, en fait, c'est ça. On ne perd pas de temps à refaire, c'est ça que je veux dire. À mon avis, tu ne vas pas refaire. Juste vu ce que tu dis, tu ne refais revoir. pas. Ouais, non, même pas. C'est faire, tout simplement faire. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ce que tu dis, quand tu dis… Il n'y a pas trop de stratégie, en fait. Ben non, même quand ils font du calcul posé, des compléments indices, ils ne le font pas, par exemple. Et parce qu'on ne leur a jamais appris. D'accord. Ça, c'est compris sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire les transpositions entre justement les compléments indices que tu dis et montrer à quel moment ça leur est utile. Et donc, proposer des soustractions, proposer des additions posées pour leur montrer qu'effectivement, c'est là qu'ils peuvent utiliser leur stratégie de calculer plus vite. Il faut qu'ils en trouvent un intérêt. Il faut qu'ils trouvent l'intérêt de sortir de leurs doigts. Et donc, c'est dans ces situations-là. Oui, non, tu ne perds pas de temps du tout, ça c'est sûr. Très bien, merci. De toute façon, tu sais, après, ils vont utiliser la calculatrice. Donc, en 6e, en 5e, tu sais, ça va aller vite après. Donc, non, il faut prendre le temps en primaire. En primaire, c'est vraiment le moment pour le faire. Du coup, on peut leur laisser comme outil de référence facilement accessible sous la main. C'est-à-dire, Caroline, je ne comprends pas très bien. En fait, et là, ils apprennent les faits numériques et puis… donc ça, ils l'apprennent. Et est-ce qu'après, simplement, on ne peut pas les plastifier ou les mettre un peu sous la main pour qu'ils les, dans un premier temps, toujours sous les yeux? Ah oui, tout à fait, oui, pour les élèves qui… oui, c'est un outil de différenciation, du coup. Tu as tout à fait raison. Ceux qui en ont toujours besoin, ceux qui doivent encore s'y référer,
Mais attention, parce que cet outil plastifié donne le résultat immédiat sans passer par la stratégie. Attention, hein. C'est bien c'est le problème. Bon, ceci dit, encore une fois, quelquefois, on a besoin d'avoir le résultat tout de suite sans forcément passer par toutes les stratégies parce qu'on a une nouvelle technique opératoire et c'est cette nouvelle technique prioritaire sur le calcul. Donc, pourquoi pas dans ces cas-là. Ou alors, on peut le mettre en fond de classe, c'est-à-dire que c'est plus coûteux d'aller le chercher si on le sait que de l'avoir sous la main, en fait. Donc, le mettre dans un endroit disponible. Si l'enfant il a besoin d'aller le voir, il va voir. Sinon, il va trouver par lui-même. Oui, voilà. Ça, c'est pas mal. D'accord. Quoi qu'il en soit, il faut que régulièrement… Donc, ce que je vous ai montré là, en CE1, par exemple, si on revoit tout depuis le début, c'est de septembre à décembre. Hein. On est bien d'accord, hein, c'est long. Hein. C'est septembre, octobre, novembre, décembre. On voit tout ça. Donc, on prend le temps. Hein. On prend vraiment le temps. On calcule, c'est vraiment toute cette période-là. Hein, donc, c'est long. Oui, jusqu'en décembre, c'est ça. Moi, j'ai mis tout ce temps-là. Alors après, selon les classes, on peut mettre plus ou moins de temps. Hein, mais moi, j'ai mis tout ce temps-là. Certainement. En plus, moi, je vois que ce n'est pas une évidence, ce tableau croisé. Non. Bon, après, les tables, on les pose aussi. Hein, on ne les montre pas que sous forme de tableau. Hein. Oui. Mais c'est vrai que le tableau est compliqué à remplir. Et ce n'est pas tant ça qui prend du temps. Hein, c'est pas ça. Hein, ce qui prend du temps, c'est là où je voulais en venir. Ce qui prend du temps, c'est de rendre les élèves compétents sur cette compétence qui est « je sais reconstituer le résultat d'une opération simple, mentalement ». C'est ça la compétence. Et attention, vraiment j'insiste bien là-dessus. Ne raisonnez pas de manière traditionnelle. Qu'est-ce que c'est que de raisonner de manière traditionnelle? C'est de se dire, je vais apprendre les doubles, je vais faire ma séquence avec toutes mes séances, on va s'entraîner, puis ensuite je vais les évaluer à la fin pour savoir s'ils connaissent bien leur double. Vous avez à peu près 80-90% des élèves qui vont connaître leur double après tout ça. Après, vous faites les presque doubles. Vous faites la même chose. Votre séquence, le son, etc. Vous vous entraînez. Et après, vous les interrogez que sur les presque doubles. Et vous faites la même chose ensuite pour les amis de 10. Et vous les interrogez que sur les amis de 10. Mais ce n'est pas ça, être compétent. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle stratégie qui est apprise, vous n'oubliez pas les autres. Alors, c'est sûr que vous allez mettre un petit temps, 2 semaines, par exemple, pour apprendre une nouvelle stratégie. Et quand vous allez vous entraîner, vous réintroduisez ce que vous avez appris auparavant. Et l'enfant ne devient compétent que lorsqu'il aura appris toutes les techniques opératoires et qu'il saura piocher la bonne technique en fonction de l'opération que vous aurez décidée. Voilà, les opérations que vous leur aurez données. C'est ça, être compétent. Donc, ne vous trompez pas, parce qu'on peut s'illusionner, nous les enseignants, on peut se donner l'illusion que les élèves sont compétents en simplifiant en fait nos stratégies. Comment on simplifie nos stratégies? On se dit, bon, allez, après avoir appris les doubles, je les interroge que sur les doubles. Après avoir appris les amis de 10, je les interroge que sur les amis de 10. Et puis, avec un peu de chance, ils n'auront pas oublié ce qu'on a appris avant. Surtout pas, parce que vous savez très bien ce qui va se passer. C'est qu'une stratégie va en chasser une autre. Et puis, elles vont être aux oubliettes. Sauf que ce que je suis en train de vous dire, malheureusement, on le fait pour les autres disciplines à d'autres endroits. Quand on travaille, par exemple, les conjugaisons, c'est exactement ce qu'on fait. Hein. On fait le présent, puis une fois qu'on a bien fait le présent, on fait le futur. Et puis le présent, c'est terminé. Puis après, une fois qu'on a fait le futur, on fait l'imparfait. Et le futur et le présent, c'est terminé. Et après, on fait le passé simple, et ainsi de suite. Et ça, c'est un problème. C'est qu'en fait, on n'arrive pas à travailler de manière spiralaire ce qu'on aura appris. Vous voyez ce que je veux dire? On fait ça aussi pour les homophones. On travaille A, puis après on travaille et, puis après on travaille ou, puis après, et puis on laisse tomber progressivement et on interroge successivement, on évalue, on contrôle chacun des homophones successivement sans se soucier si les autres sont toujours là. Pourquoi on fait ça? Pour s'illusionner. Parce que du coup, on a le sentiment de bien faire notre travail, on a des bons résultats, les élèves sont surstimulés sur un objectif en particulier qu'ils finissent par maîtriser bien sûr. Et puis on se dit, oh là là, je ne vais peut-être pas aller vérifier ce qui se passe, ce qui a été appris, parce que ça va nous renvoyer dans la figure qu'un apprentissage, c'est bien plus long que ce qu'on donne à croire, et donc on finit par ne pas le faire. C'est là aussi, hein, c'est des stratégies de trouille, de peur, d'enseignants, c'est clair. Donc là, c'est ça, c'est là, je voulais vous dire, hein, si vous voulez que vos élèves deviennent compétents,
réellement compétent en calcul, surtout ne réactivez systématiquement tout ce qui a été appris au préalable. Sinon, votre cerveau, il finit par détruire même les réseaux neuronaux qui auront été fabriqués très difficilement. Ce sera détruit, hein. Ce sera même remplacé par une nouvelle stratégie. Les réseaux neuronaux seront remplacés par la nouvelle stratégie qui arrive. Donc, ça ne servira à rien. Vous ferez du travail qui sera utile à 10%, peut-être 10-15%. Ils retiendront ça à 10-15%. Par contre, si vous réactivez systématiquement, alors là, vous faites un travail qui sera efficace à 80-90%. Et du coup, si je comprends bien, ensuite, ce serait chouette de passer sur du Matador, du Comptez bon, ou le jeu Matador dans la période 3-4. C'est ça, après toutes les ça, et puis bah aussi donner des listes des listes d'opérations simples à réaliser en choisissant la bonne stratégie à chaque fois, les interroger quelquefois aussi à l'oral pour réactiver les stratégies régulièrement. Quelques élèves, pas tous les élèves, mais quelques élèves, ou alors les mettre par groupe de 3, et puis ensuite de s'interroger mutuellement grâce au tableau que vous avez sous les yeux, soit en exigeant que l'élève dise quelle stratégie il va utiliser avant de trouver le résultat, soit en donnant le résultat d'emblée. Et surtout, si le résultat est faux, que l'élève sache retrouver la stratégie nécessaire pour trouver le résultat. Oui, oui, tout est bon après. Oui, le compte est bon, le furet, enfin des tas de situations, effectivement. Oui. En tout cas, il faut régulièrement dans l'année s'assurer que rien n'est perdu. Donc, réactiver le plus régulièrement possible. Pas longtemps, hein, ça prend pas beaucoup de temps. J'ai mis le furet, mais j'ai que les simulateurs de prêt immobilier. Les Ah non, furets. le jeu du furet, c'est par exemple, on va compter de 3 en 3, ou de 5 en 5, ou de 7 en 7, peu importe. Hein. Et puis, on part d'un nombre, on peut partir de 3, par exemple. Hein. Puis moi, je suis l'élève qui commence, 3 plus 5, 8. Et puis Farida continue, 8 plus 5. Et puis Cécile continue, à partir de ce résultat. C'est ça le furet. Merci. En fait, c'est chacun rajoute, on décide ce qu'on rajoute, et c'est l'enseignant qui décide de quel nombre on part. Donc, on va aller de 2 en 2 aussi. Donc, en partant de 3, hop, on va de 2 en 2. Moi, je dis 3 plus 2, 5. Farida, 5 plus 2, 7. Et puis Cécile, etc. etc. Croyez pas qu'il y ait de favoritisme, hein, c'est parce que c'est c'est vous que je vois juste en dessous de moi. Je passe. OK.